Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 25 mai 2026, le podcast des champions d'Europe. Peut-être le dernier podcast des champions d'Europe, on ne l'espère pas évidemment. Mais en tout cas, nous sommes à 5 jours de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal FC. Ce sera peut-être pas le dernier podcast de la semaine, puisqu'on va tenter d'en faire un ou deux de présentation, de préparation, tout ça, de la grande finale, comme on avait fait l'an dernier. Et on est donc trois ce soir finalement, puisque l'ami Marty n'est pas disponible finalement, contrairement à ce que je pensais. Je me suis peut-être un peu emmêlé les pinceaux avec tout ce que j'ai à penser par rapport à la finale. On est trois. Daryl est là normalement. Il fait son retour. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Normalement, Blaise aussi est là. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà. Et bonsoir le chat, évidemment, on est très content de vous retrouver pour cette, cette veille de finale, mais plutôt on est un petit peu avant la finale quand même. Merci Odé au premier super, merci à Roger Roa, à Daryl et à Kams à l'instant. On va commencer par faire un petit peu le fameux pouls de la finale, comme on avait fait avant Bayern PSG. Alors, mon acolyte pessimiste n'est pas là, mais il nous reste quand même trois versions. De 1 à 5, messieurs, 5 étant la grande confiance, je dors comme un loir, 1 étant les crottes sont molles. Où en êtes-vous? Qui veut commencer? Daryl ou Blaise? Allez, Daryl, le pouls de la finale est pour toi. Ouais, pour donner une note entre 1 et 5, ouais, je dirais personnellement à l'heure actuelle, je mets entre 4 et 5. Ah oui, quand même. Euh, ouais, moi, je suis plutôt assez confiant pour l'instant. Après, évidemment, bon, plus on approche du match, évidemment, et bon, là, logiquement, plus la pression monte, et là, je commence un petit peu à la ressentir. Mais je suis globalement assez confiant. Disons que ce staff et ce groupe nous ont quand même donné toutes les raisons depuis maintenant 1 an et demi d'être confiants lors de ce genre d'événement, quoi. Ils se sont D'accord. rarement loupés, donc voilà, je leur fais confiance pour être de nouveau au niveau du rendez-vous. Très bien. Sur le live, ça oscille entre 1, 3, 5. Il n'y a pas d'unanimité, hein. Globalement, ça va d'un bout à l'autre. On a tout l'arc-en-ciel. Vraiment, c'est magnifique. Blaise, de ton côté, bon, toi, j'imagine que tu vas être pareil entre 4 et 5. Ouais, plus ouais, effectivement, ça va être ça. Après, le caractère final fait que, en toute objectivité, je serais peut-être plus pour le 3 si je devais noter objectivement, mais on en parlera hein. Quand on va mettre en perspective ce que sont les deux équipes. Je pense que je suis même à 6. Oh là là, oh là là. Alors là, la dinguerie, quoi. Je suis à 6. Bon, Non, je blague. on nous dit il y a des traumatisés dans ce club. Bah, écoutez, j'en fais partie, évidemment. Non, un peu 3. Pas ultra confiant, même si à chaque fois que je regarde Arsenal, je me dis pas que des choses positives les concernant. Mais c'est une finale, ils ont des forces qui correspondent bien à ce qui parfois fait basculer les finales. Donc voilà, comme on dit sur live, pas 6 sur 5, Blaise. Le Cédric il a dit 5 sur 5 maximum. Plus confiant que face au Bayern. Sur une double confrontation, j'aurais été plus confiant. Sur une finale, je suis peut-être un poil moins confiant. Voilà. Mais sinon 3. Mathieu vous aurait dit 1,5, Max Allegri, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, voilà, sur live, on me dit ayez confiance. Globalement, c'est pas. Est-ce que j'étais plus confiant avant PSG Inter qu'avant ce PSG Arsenal? Au coup d'envoi de PSG Inter, j'étais très confiant. Quand j'ai vu l'Inter à l'échauffement, j'ai fait ouais, ce soir c'est le grand soir, y a pas de doute. Là, on va attendre un peu, on va attendre un petit peu, on va voir en tout cas. On me dit je suis bien plus confiant que contre le Bayern perso. Bah écoute, tant mieux. Effectivement, c'est vrai que de ce qu'on a vu sur le déroulement complet de la saison, Arsenal est peut-être une moins bonne équipe que le FC Bayern de Vincent Kompany qui était ce soir à City, donc à Manchester, en train de revivre les grandes heures de l'ère Pep Guardiola avec tous ses anciens joueurs. Je ne sais pas si le club appréciera, mais en tout cas, il a revisité son passé, le bon Vincent Kompany, puisqu'il ne sera pas concerné par la finale de samedi. Messieurs, on a fait un peu ce pouls de l'avant-finale avec deux très confiants comme d'habitude et un plus réservé. Et Mathieu, je ne sais pas, je lui demanderai demain si vous voulez. On va passer peut-être aux compos qui sont quand même un point assez important de l'avant-match et surtout qui doivent nous permettre un peu de commencer à aller vers les clés du match. Est-ce que vous voulez commencer par Arsenal ou est-ce que vous voulez commencer par le PSG tout d'abord? Puisque on peut commencer par l'adversaire si ça vous. Allez.
On aurait par l'équipe à domicile, Donc nous alors. donc par le PSG, oui. Voilà. Alors, dans les buts, numéro 39, le serreur de main de Krasnodar, Matvei Safonov. Je pense que nous sommes tous d'accord. Défense centrale, pareil, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de doutes. Donc Marquinhos, c'est pas de chaud pour ceux qui suivent pas. Est-ce qu'on a un doute côté gauche entre Nuno Mendes et Hernandez? Oui ou non? Pas du tout. Non. Voilà. Donc même si Nuno revient de blessure, a fait le match amical en petite part, puisqu'il n'a pas tout à fait fini le match amical, euh, on est d'accord, Nuno Mendes sera titulaire. Arrive le côté droit, puisqu'on me dit plutôt à droite le doute, effectivement. Donc nous avons dans le coin gauche Achraf Hakimi, qui a été assez salement touché à la cuisse droite en demi-finale aller contre le Bayern. Donc c'était le 28 avril dernier, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Samedi au coup d'envoi, ça fera exactement 4 semaines et demie, ou même 5 semaines et demie. Je crois que c'est non, 4 semaines et demie, puisqu'il n'y a que 30 jours sur le mois d'avril. Et dans le coin gauche, si je me trompe pas, parce que je me souviens plus à quel coin je vais donner à Hakimi, nous avons Warren Zahir Emery, qui donc lui est en pleine forme, parce qu'il a eu un petit problème au dos après le match à Munich, mais il avait déjà rejoué contre le Paris FC. Achraf Hakimi a repris l'entraînement quand? Bah c'est ça justement. Achraf Hakimi n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Il est censé reprendre demain avec le groupe, puisque l'entraînement se reprendra demain à 17h après qu'ils aient eu pratiquement même. Ils ont eu 3 jours de libre, puisqu'ils ont fait la séance d'opposition samedi en plein cagnard entre 11h et midi en gros, et ensuite mardi à 17h. Donc ils ont eu 3 jours libres. Luis Enrique a dit il faut oxygéner les têtes, régénérer, donner du repos, c'est important. Selon vous, messieurs, avec qui commence-t-on sur le poste d'arrière droit? Attendez, pendant que l'un de vous va se lancer, je vais pouvoir profiter de ce petit moment pour faire un petit sondage pour nos amis du live. Je vous écoute. Que fait-on alors? Moi, je vais Vas-y. aller, pour moi, à 22h10, donc ce lundi, pour moi, Hakimi démarra. Et je précise bien effectivement l'horaire, parce que en fait, c'est demain, en fait, à l'heure du retour et la séance collective, la première de la semaine, c'est celle-ci qui, pour moi, modifiera ce que je pense, à savoir qu'Hakimi débutera la finale pour, pour être un des hommes que recherche Luis Enrique quand il dit que l'équipe type, en tout cas l'équipe qui a été alignée le 31 mai 2025, n'avait pas pu être alignée pour le moment. Et donc je pense que pour tous les choix qui seront faits, hein, entre guillemets, il s'appuiera là-dessus. Et pour moi, Hakimi démarra. Très bien. Daryl, tu partages cet avis? Bah, pour le coup, non, pas trop. Là. Moi, je pense que Warren démarrera parce que c'est une finale de Ligue des Champions et que au-delà en fait du profil des joueurs, etc. L'important en fait, c'est d'avoir des joueurs prêts, des joueurs à 100% physiquement. Et Hakimi, même s'il revient à l'entraînement demain, à l'entraînement collectif, j'entends, que tout se passe bien, qu'il n'y a aucun souci pendant la préparation, etc. Là, ça commence à faire quand même un petit moment qu'il est absent. Le match aller contre le Bayern, c'était quand même pas hier. Et donc bon, là, on est à l'issue d'une saison qui était vraiment marquée en fait et ponctuée par les blessures. Et bon, on s'en est sorti à chaque fois grâce à la force du groupe. Voilà, on a réussi à surmonter ces difficultés avec l'effectif. Et pour moi, là, ce serait logique, en tout cas de la part de Luis Enrique, de continuer un peu sur cette voie-là, de faire confiance à son groupe pour pallier des absences ou des méformes. Donc ouais, voilà pourquoi moi je vois Warren titulaire. J'entends vos arguments à tous les deux, j'avoue que je suis incapable de trancher. Pour l'instant, le live, vous êtes globalement 3/4 à dire Warren plutôt que Ashraf. Au départ, je serais plutôt d'avis avec Daryl, plutôt de l'avis de Daryl sur ce choix, parce qu'effectivement, Luis Enrique a toujours fait le choix de l'homme en forme, tout ça. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, Blaise, il l'a souvent dit, j'ai jamais pu aligner mon équipe de Munich. On verra demain. Déjà, je pense que ce sera une première réponse.
Warren, je pense, va forcément jouer pendant la finale parce que je suis pas sûr que Fabian ait 90 minutes dans les jambes, hein. On va pas faire semblant, il a fait 90 minutes une fois en 6 mois. Voilà. De toute façon, Arsenal attaque principalement sur notre côté gauche. Oui, puis même l'arrière droit du PSG, globalement, c'est plus un milieu qu'un. Comment ça s'appelle? Qu'un arrière droit vraiment. Celui qui sera sur Trossard la plupart du temps, ça sera Marquinhos, par exemple. Pour parler, si on revoit ce que le PSG avait fait à l'Emirates en demi-finale aller ou au retour, bah d'ailleurs ça se voit sur le but encaissé. Marquinhos est face à Trossard et se loupe un petit peu. Euh, c'est pas forcément à ce niveau-là. Si, enfin, il y a un truc qui m'a un peu surpris dans le discours de Luis Enrique quand il a parlé d'Arsenal au Media Days. Il a dit ouais, c'est la meilleure équipe au monde sans le ballon. Ils défendent très très bien. Tout ça, ça sous-entend un peu que il craint un peu d'attaquer contre cette équipe. Et ça, je trouve que ça va plutôt dans le sens d'Hakimi, qui est un extraordinaire attaquant pour un latéral, que dans le sens de Warren. Euh, donc à voir. Selon le scénario du match, évidemment, dans l'idéal, si tu commences avec l'un pour ouvrir le score, donc ce serait plutôt Hakimi, tu finis avec Warren ensuite pour le garder. Si tu te retrouves à être mené, il vaut mieux faire rentrer Hakimi que Warren. Bon, tous les scénarios s'entendent en fait, tous les choix s'entendent, et je pense que le seul qui a vraiment la réponse, c'est selon ce qu'il verra à l'entraînement, et c'est Luis Enrique. Oui, Blaise, pardon. Ouais, non, mais par rapport à ce que tu disais, parce que l'option de faire rentrer Warren, t'avais l'air en tous les cas dans ton scénario de la situer plus à droite et donc en remplacement de Hakimi. Moi, Hakimi, je pense qu'on a tous vu les images où il y a des choses qui sortent plus ou moins, mais en tous les cas, moi, je pense qu'Hakimi, il pourra jouer. Il pourra jouer et en plus, 90 minutes. On va dire si le match il reste plutôt engagé et donc après les prolongations, ça c'est autre chose. Mais je suis pas persuadé qu'Hakimi, s'il débute ce match et qu'il soit disputé, il sorte de ce match. Je sais pas, ouais, je sais pas. Oh, il a un coffre qui est tellement hors norme Ouais, que voilà, exactement. Je pense que c'est pas ça si on devait avoir un problème avec lui, c'est plus voir si au niveau de la cuisse les différentes courses tiendront. Mais je pense que si et comme je pense il débutera, c'est pas vers lui que je tournerais le regard s'il devait y avoir des changements. ouais. Donc, pour trancher, allez, Ashraf quand même. Mais c'est vraiment sans conviction. J'avoue que bon, pour moi c'est le poste le plus. Enfin quoi que, on reparlera d'un autre après, mais je pense que le poste d'arrière droit est quand même enfin, si je dois, il faut quand même avoir conscience que Arsenal a le même problème sur ce poste d'arrière droit. De notre côté, on doit choisir entre En Warren pire, hein. Zaïre-Emery et Achraf Hakimi. Excusez-moi, mais par rapport à en face, c'est du caviar qu'on choisit, hein. Voilà, voilà, c'est Là, ça. là, on sélectionne le grain, hein. Bon, en face, il sélectionne du pâté de foie, hein. Donc, euh, on n'est pas trop à plaindre. Quand je vois le match que Warren a pu faire à Munich dans un contexte compliqué, c'est vraiment du choix de très fin gourmet. Enfin, t'as le meilleur latéral du monde et je sais pas si Warren il est pas sur la saison en cours. Je sais pas s'il est pas dans les 5 meilleurs à ce poste aussi. Donc vraiment, c'est un choix de roi. On passe au milieu de terrain. Est-ce qu'il y a, selon vous, le moindre doute? Donc, alors, Non. Bruno Fernandes titulaire. Non, c'est pas ça. Donc, Vitinha devant la défense. Fabian Ruiz à gauche, j'imagine, et Joao Neves à droite. Comme l'a dit Mathieu dans plusieurs podcasts, non mais Fabian, au bout de 5 minutes à Munich, j'avais compris qu'il allait jouer à Budapest pour notamment annihiler l'influence de Bukayo Saka. On est d'accord, on me dit sur live, tellement content d'avoir Fabian Ruiz sur ce match. Le bel Andalou qui va aller jouer sa première Coupe du Monde, si je me trompe pas, sera titulaire selon vous, quoi. Ah oui, 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 pour moi, il y a pas le moindre doute. Sa gestion a été, je trouve, parfaite depuis son retour de blessure, avec des minutes qui augmentaient match après match. Et pour finir par ce match contre le PFC, bon, match très oubliable, mais que Fabian avait joué 90 minutes, il me semble. Oui, première fois qu'il joue Voilà, 90 minutes, ouais. c'est ça. Donc là, il est de retour en forme, en mesure de jouer des matchs entiers. En tout cas, bon, c'est vrai que l'intensité contre le PFC n'était pas trop mesurable, comparable à Ah non, ce qu'on va voir en face de nous non. samedi. Mais voilà, en tout cas, il est en mesure d'apporter sur un temps long. Et d'ailleurs, on a vu contre le Bayern qu'il avait été très performant au retour. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et pour moi, il y a pour le coup pas le moindre doute sur sa présence au milieu de terrain
face à Arsenal. En fait, déjà, je suis d'accord qu'il n'y a pas de moindre doute. Et c'est le joueur qui, parmi les relayeurs du PSG, c'est pour moi le relayeur gauche qui sait le mieux faire jouer l'ailier, le lancer en profondeur, le trouver dans les pieds, que ce soit Gvara ou Barcola. C'est le relayeur du PSG, peut-être même relayeur tout court, qui sait le mieux faire jouer son ailier. Et on sait qu'Arsenal a un problème sur le poste d'arrière droit par rapport aux absents notamment. T'as Gvara qui est pas loin d'être le meilleur joueur de la planète depuis 3 mois. Il faut que tu trouves les moyens de mettre Gvara dans la meilleure situation possible. Donc le 1 contre 1, tout ça. Ruiz, il faut qu'il joue quoi. Alors en plus, t'as besoin d'un mec qui va aider un peu Nuno Mendes défensivement. Ruiz sait le faire. Je suis pas sûr qu'il tienne 90 minutes à Budapest. Je pense qu'il y a une possibilité que ça pète littéralement en vol à la 60e, 70e. Mais tu peux pas te passer d'un joueur aussi intelligent, aussi brillant techniquement, tactiquement, pendant 60-70 minutes. Luis Enrique l'a dit. Il est pas très rapide, mais le football, ça se joue avec la tête et lui, ça tourne, quoi. Donc, évidemment, Don Fabian, et puis il faut quand même pas oublier son but le plus important avec le PSG a quand même été inscrit contre Arsenal. Donc, on y va. Tiens, question rapide sur la je réponds. Le match PSG interne samedi a duré combien de temps? Il a duré 45 minutes, 20 minutes et 25 la deuxième à peu près. Voilà. Il y a un gentil auditeur du podcast qui était. On t'embrasse, Jubo, et qui m'a fait un peu un compte rendu, qui m'a donné quelques informations. Voilà. En gros, il faisait très très chaud. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils n'ont pas forcé sur les organismes. Ça serait dommage de perdre encore un joueur. On a fait le tour du milieu de terrain. On passe à l'attaque. Bon, Kvaratskhelia côté gauche, pas trop de doute. Arrive le reste. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ousmane ou pas Ousmane? Doué à droite ou pas à droite, finalement? Daryl, vas-y, je t'écoute. On t'écoute tous, d'ailleurs. Alors, je vais commencer par ce qui, je pense, pose moins question, c'est l'identité du joueur qui sera à droite. Bon, pour moi, c'est assez clair que ce sera Doué. D'accord. Bah, là, Barcola est pas dans la meilleure période de sa carrière parisienne. Voilà, depuis quelques temps, là, Doué je pense, assez clairement pris le dessus dans cette position. Et puis dans ces matchs-là, généralement, il donne quand même grandement satisfaction. Enfin, on se rappelle tous, je pense, de sa prestation immense en finale l'an dernier. Ouais. Donc pour moi, il n'y a pas de discussion sur le fait que Doué sera titulaire. Et pour l'axe, moi je pense que voilà, contrairement à du coup ce que j'ai dit pour le cas Warren Zaïre Emery et Hakimi, là moi je pense que Dembélé jouera parce que son absence a été plus courte. Oui, il a raté une semaine. Voilà, c'est ça. Donc il y a pas ce problème d'éventuelle perte de rythme. Bon, évidemment, là c'est donc il est 22h20. Donc on va attendre de voir demain si les nouvelles sont bonnes. Mais s'il n'y a pas de souci d'ici la finale, je pense que Dembélé sera titulaire. Très bien. Blaise, tu partages cet avis, ce sentiment du Dembouz titulaire? Ouais, Dembélé était titulaire. Pour moi, il n'y a pas trop de doute pour les mêmes raisons qu'a pu le dire Daryl. Et si je voulais prendre entre guillemets un point de vue coach pour peut-être apporter quelque chose, il y a eu Pierre Sage qui s'est exprimé quand on lui a posé la question. Il a dit un truc qui est au final très vrai, surtout pour notre équipe, c'est que Dembélé, il peut se préparer pour un match même sans être sur le terrain tellement il connaît ses coéquipiers. Et donc, comme il l'a dit, en fait, il s'entraîne même sans être avec eux. Et il se prépare même sans être avec eux. Donc, ouais, non, pour moi, Dembélé, il n'y a pas trop de soucis. Ça a été dit de sa bouche en plus. Ouais, mais Donc, ça, bon. En fait, moi, ce qui me fait douter, justement, c'est le fait qu'il dise de lui-même, ouais, ça va le faire, ça va le faire. Il nous a fait pareil contre Munich. Il nous a fait pareil à Monaco. À chaque fois, c'était le mollet. À chaque fois, ça s'est fini au bout de 25 minutes. Et autant sur des matchs, un match de poule, bon, c'est le Bayern, tu perds, c'est gênant. Barrage aller, ça commence à être un peu plus problématique. Si ça pète en finale au bout de 25 minutes qui doit sortir, c'est très gênant. Parce que ça veut dire que déjà tu perds ton meilleur joueur ou un des 3 meilleurs joueurs. Tu crames un changement et ça va être important les changements dans ce match. Ça va jouer sur 90 ou 120 minutes. Alors après sur les 120, t'as un 6ème, mais bon, faut encore aller jusque là. Et surtout, franchement, il t'a déjà fait le coup 2 fois.
est-ce que Luis Enrique a vraiment envie? Il l'avait dit après le match contre le Bayern, faut que j'arrête de faire confiance aux sensations des joueurs. Moi, je trouve que Dembélé, si je mets pas Dembélé titulaire, je mets Doué dans l'axe et Barcola à droite, en fait. Tout Oui, bien simplement. sûr. Voilà. Oui, oui, bien Mais sûr. par rapport à ça, pour lui, je voulais rajouter dans l'équation, je peux être d'accord avec toi aussi, hein, mais il y a le risque, il y a la Coupe du Monde derrière. Donc je Ouais, pense voilà, ouais. que Oh, s'il y a un risque pour le joueur, je suis pas persuadé que dans des saisons particulières comme celle avec les Coupes du Monde, que lui, il ait la même envie, par exemple, qu'il ait pu l'avoir au moment de jouer Monaco chez eux en barrage retour, en barrage aller, pardon. Donc non, moi je vois, j'ai pas vu de la même manière le fait qu'il en parle, plus le fait de dire que en fait ça parmi les sujets de préparation, c'en était pas un. Et moi j'ai tendance à croire que même s'ils mentent tous beaucoup, quand ils disent quelque chose face caméra, après ce sera très rapidement facile de lui dire qu'il s'est trompé. ouais, ouais, ouais. On Oui, verra. et puis il y a une Pardon, différence vas-y. aussi avec les matchs que tu cites, Philo, je pense, c'est la durée là pendant laquelle il a pu se reposer, quoi. C'est vrai, Parce c'est vrai. que dans les autres cas, il avait eu des gènes 3 ou 4 jours avant, et bon, bah, on avait pris le risque et ça n'avait pas du tout été payant. Là, bon, c'était il y a quand même un petit moment, quoi, cette fameuse gêne au mollet. Donc si c'était bien bel et bien une simple contracture, même si on sait qu'il est fragile, bon, ça devrait quand même bien se passer. Et tiens, c'est marrant, c'est vrai, on me dit, Philo, t'es trop confiant pour le coup à penser qu'on commence une finale de Coupe d'Europe sans Dembélé s'il n'est pas complètement out. Je- On a commencé une demi-finale retour sans Dembélé l'an dernier, il y a un an pile, hein. C'était le même adversaire, on s'est fait détruire pendant les 20 premières minutes d'ailleurs. Donc, je sais pas, je sais que Luis Enrique il l'a pas aimé le coup du je suprême, en fait je dois sortir au bout de 20 minutes. Sur une finale, t'as pas de moyen de te rattraper. Alors effectivement, si tu le fais pas jouer que tu perds, t'as l'air d'un con, ça je suis le premier à le dire. Mais t'as quand même un côté un peu cramer un changement, plus cramer une cartouche du banc de touche. euh, pour un joueur, parce que tu lui as fait confiance et qu'il te plante pour la troisième fois. En fait, j'espère que Dembélé est rétabli. Évidemment, j'espère que c'est, comme j'ai dit, c'est pas loin d'être notre meilleur joueur. Et dans les bons jours, c'est le meilleur, clairement. C'est même le meilleur au monde. Mais je trouve que le risque pris est pas négligeable et que tu as quand même de quoi aligner une très belle équipe, même une très 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 belle équipe, même sans lui. Donc on verra s'il s'entraîne demain, effectivement. Ça sera déjà une première réponse, même si je pense qu'effectivement il sera sur le terrain. Euh, mais je peux pas m'empêcher d'avoir un doute. Et je pense que le doute est peut-être plus important qu'on imagine, parce que il est sorti contre le PFC alors qu'il avait même pas fait une course globalement, quoi. Donc le mollet est parti revenu toute la saison, c'est un peu le fil rouge de l'autre fil rouge de sa saison, j'ai envie de dire. Donc à suivre. Mais après, enfin moi ça me dérange pas de faire jouer Désiré Doué dans l'axe et Barcola à droite, hein. Je préfère toujours faire ça à la ligne d'attaque d'Arsenal, hein. J'ai pas honte de le dire. Donc Oui, ça c'est évident. Mais bon, je pense que en fait l'important ce sera que Dembélé soit soit honnête avec le staff, quoi. tout C'est-à-dire à que fait. si vraiment s'il n'a pas des sensations idéales, il faudra qu'il accepte de faire confiance à ses coéquipiers et qu'il cherche pas à absolument jouer ce match s'il a vraiment le moindre doute, quoi. Ouais. Ouais, Le plus important et je pense qu'il sera honnête pour le coup. ouais, mais Même si évidemment personne ne veut rater ce match-là, je pense qu'il aura quand même le bien de l'équipe en tête en premier lieu. Ouais. ouais, non, mais tu disais par rapport à l'honnêteté de Dembélé, ouais, je le pense aussi, mais vu que c'est arrivé 2 fois dans la saison, est-ce qu'il y a un moment donné, c'est le staff qui a aussi pas pris en considération les choses? Je pense que là, pour la finale, il y aura le bon choix, en tout cas, je l'espère. Et je suis d'accord avec toi, bien évidemment, Philo, hein. Barcola qui rentre sur la ligne d'attaque, Désiré Doué qui passe axial, moi, ça me dérange pas forcément. Mm. Oui, c'est pas un problème, hein. Même Je en pense fait, qu'on est tous d'accord là-dessus. et même, enfin, je sais que Barcola peut pas être titulaire dans le fond par rapport à ce qu'il a proposé depuis son retour de blessure. Mais les courses de Barcola pour déstabiliser Arsenal, c'est quelque chose de d'important quand même. Arsenal défend très très bien. Je pense que les courses de Bradley Barcola à vide pour déstabiliser, c'est quelque chose qui va peut-être, dans le fond, qui les gênerait peut-être plus. Alors après, faut qu'il conclue bien les actions. Et dans le fond, en ce moment, on voit qu'il n'arrive pas à finir ses actions. Euh, mais je pense qu'il y a il y a un monde où l'absence de Dembélé dans l'axe est peut-être moins immense qu'on peut l'imaginer. C'est juste ça ce que j'essaie de dire. Donc est-ce que
ça vaut le coup de prendre un risque énorme sur un joueur au coup d'envoi où t'es pas sûr. Moi, franchement, je me pose la question. Après, c'est vrai que l'an dernier contre l'Inter, je pense qu'il joue pas à 100%, par exemple. D'ailleurs, avant de jouer contre l'Inter, il est dans une déveine face au but qui est assez monstrueuse. Je sais pas si vous vous rappelez la finale de Coupe de France, il rate absolument tout face au but et il avait pas Mais il avait marqué. été bon, il avait des jambes. Il avait des Là, jambes. il a Voilà. l'air de manquer des deux, de tout, un petit peu. Bon, on verra. Mais en tout cas, j'ai pas envie qu'on force avec lui que ça pète au bout de 20 minutes, qu'on se retrouve à cramer un changement bêtement, parce que tu sais que en fait, t'as déjà eu le cas 2 fois, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'il sera apte, j'espère qu'il sera titulaire aussi, parce que s'il est titulaire, je pense que ça veut dire qu'il est apte. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un débat peut-être plus large qu'on l'imagine sur le fait de faire jouer un joueur qui a eu déjà 2 problèmes au mollet cette saison, qui en est à son 3e, et qui malheureusement pourrait encore nous en causer un, tout simplement. Voilà. On me dit Dembouz en mode Joker City, je prends. Après, Dembélé est un joueur, si tu es mené, qui est capable de faire des entrées de pyromane absolument incroyables, en ta faveur comme contre toi, mais capable de faire des entrées de vrais pyromanes, en tout cas. Voilà. On a fait le tour sur la compo du PSG, on va passer à celle de nos adversaires, je pense. Bon, alors eux aussi, il n'y a pas trop de doute dans le but. Il s'appelle David Raya. Il a été élu meilleur gardien de première ligue et il sera évidemment titulaire. Daryl, côté gauche, Calafiori, Miles Lewis Kelly ou Piero Incapié? Non, je pense que ce sera Calafiori, personnellement. Je pense aussi. Blaise, pardon, un autre avis. On part sur l'ami Ricardo Calafiori, qui était dans le viseur du PSG quand il était jeune, à l'AS Roma notamment. Et qui est un très bon joueur, et oui, je pense qu'il démarrera. Voilà. Alors vous avez le droit de le surnommer la Castafiore avec ses grands cheveux longs et sa dégaine, mais c'est un très bon joueur malgré tout. Et juste pour un détail qui en sera peut-être un, je tiens à le dire, comme ça on dira peut-être que ça a été dit dans le podcast Culture PSG, David Raya est un gardien de petite taille. Ouais, il Je est ne pas sais pas très si grand. ça aura son importance, mais la saison dernière, on se rappelle qu'en finale, les frappes, le choix des frappes de nos joueurs, la taille de Sommer avait eu un impact, et aussi sa capacité à se détendre au côté opposé. Tout à fait. Et David Raya fait 1m83, dans le football moderne, c'est un gardien très dynamique, mais un peu petit. Et ce qui est marrant, c'est que malgré sa taille assez modeste, on va dire, comment ça s'appelle, pour la première ligue, ça fait quand même plusieurs années que c'est dans les tout meilleurs gardiens et il s'en sort très bien dans les airs parce que très bon positionnement, très explosif, très bien protégé aussi vu que ses copains font des prises de kung-fu sur tous les joueurs qui s'approchent de lui. Mais en tout cas, il y a effectivement un problème de taille. Et par exemple, si vous voyez le but que met Dembélé à Liverpool, le premier, la frappe enroulée pied gauche au ras du poteau, qui est un but qu'il avait déjà mis un peu contre Lille en mois de janvier, son premier but contre Lille, pas le lob, celui frappe pied gauche pour premier poteau. Je pense que c'est un but que David Raya pourrait bien encaisser face au PSG ce samedi encore. Parce que cette frappe ras du poteau du pied gauche, Dembélé il la maîtrise vraiment très bien. Et bon fais quelque chose pour ton mollet, Ousmane, s'il te plaît. Ne nous laisse pas tomber maintenant. Dans l'axe, on aura forcément les deux centraux qui forment peut-être même la meilleure paire d'Europe. Gabriel, axe gauche, et Saliba, côté droit. Daryl, c'est bien ça? Oui, c'est ça, clairement. Là, il n'y a pas de discussion. On peut passer à la suite. Question pour toi qui a plus suivi Arsenal que moi cette saison. Lequel a fait la meilleure saison des deux? C'est Gabriel, non, plutôt que Saliba? Oh, c'est compliqué. Moi, de plus lointain, pendant que tu réfléchis, moi, je dirais Saliba. Je trouve que Ouais, moi aussi. comparativement à la saison dernière, il y a eu des moments où il a été aussi beaucoup sauvé par son coéquipier et par une agressivité qui lui a permis de s'en sortir parce qu'il a un côté très aventureux dans son jeu et quand il est un petit peu en retard, ça donne des possibilités à l'adversaire. Ouais, moi je dirais aussi Saliba. Enfin, Saliba, en fait, on en parle moins, mais parce que c'est un peu le syndrome Pacho chez nous, quoi. C'est-à-dire que c'est globalement un peu tout le temps du très haut niveau, avec quasiment pas d'erreur, et donc c'est devenu la normalité. Là où Gabriel a plus tendance à faire des erreurs, mais du coup il ressort plus parce qu'il a un style de jeu plus exubérant et parce qu'il met des buts, quoi. Parce que c'est la menace numéro 1 d'Arsenal, ce coup de pied arrêté.
Tout à fait. Sur corner, vous allez le surveiller, je vous promets. On nous dit Gabriel, c'est le vicieux de la doublette. Ah oui, voire méchant. Oui, oui. Voilà. Oui, voilà, oui. Vicieux, voire méchant. Provocateur, truqueur, oui, oui. Non, on est sur un joueur qui aurait évolué en Italie il y a 20 ans. Totalement. Bref, Si Hakimi joue, ils devraient s'embrouiller tous les deux. c'est sûr et certain. Ils vont se chercher. Moi, j'espère pas sur corner parce que Hakimi, je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour tenir Gabriel, mais en tout cas, non, Gabriel est assez insupportable sur un terrain. En plus d'être un défenseur parfois à la limite de la violence, quoi. Donc, c'est comme ça. Oui, oui, ils ont concédé 0 penalty, 0 carton rouge en première ligue. Ça fait grincer des dents à peu près tous les Oui. supporters parce qu'ils font des fautes à tout va, qu'il y a eu des. Enfin, Kai Havertz, Oui, l'avant-dernier match, il envoie une semelle à l'arrière du mollet, il prend pas rouge. Enfin, bref, voilà. Voilà, c'est ça. Là, il devait y avoir rouge, et puis il y a même eu des communications, en fait, de l'organisme qui gère l'arbitrage en Angleterre, donc Le PGMOL. PGMOL. Un nom Voilà, donc incroyable. voilà, ils font souvent, en fait, des communiqués après coup, ou quand il y a eu des actions un peu polémiques, un peu comme ce que fait d'ailleurs maintenant la LFP, hein, enfin, je sais pas si c'est la LFP, mais en tout cas ce que font les arbitres en France. Et donc dans le PGMOL, il y a plusieurs matchs en fait où ils sont revenus sur des rencontres face à Arsenal où bon, ils ont dit bon, en fait là il y a eu une erreur, tel adversaire aurait dû avoir un penalty, là il aurait dû y avoir un carton rouge contre Gabriel. Bah, par exemple contre City, quand Ouais. il est pas loin de mettre un coup de boule à Haaland, bon c'était rouge. Il l'a pas eu, mais donc voilà, forcément oui, ils s'en sortent bien, mais la stat est un peu Un peu la fausse. stat est un peu faussée par l'arbitrage favorable, on va dire. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une fameuse compile qui tourne sur Twitter depuis quelques jours de 10 minutes d'erreur d'arbitrage en faveur d'Arsenal. Je vous laisse imaginer le niveau de haine qu'il faut chez le type qui a fait la vidéo déjà. Je suis pas sûr que ça soit référencé sur Wisecoot, ça c'est pas comme les tirs où tu as juste à cliquer sur des boutons. Mais ouais, il y a des trucs incroyables. Des prises de catch, des buts validés, tu sais même pas comment. Oui Blaise, excuse-moi. Ouais, non, mais pour être une des personnes qui a regardé la totalité de la La petite vidéo. vidéo, ouais, il y a des choses, tu le disais, ouais, il y a de la violence. Parfois même, il y a deux cartons, enfin, il y a un carton jaune donné, un carton jaune pas donné, et les deux méritaient rouge. Donc, Oui, ouais, il y a des, ah non, il y a des trucs il y a des fous, hein. choses. Voilà. Ce qui veut dire que, si vous avez suivi, pas de Hincapié au coup d'envoi et pas de Lewis Kelly, en tout cas en défense. Qui c'est Hater Central qui a fait ça? Non, 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 c'est un autre mec. Je sais plus que. Mais bon, vous cherchez Arsenal 10 minutes ou sur Twitter, vous la trouverez la vidéo. Ou vous mettez-la dans le chat si vous la retrouvez. Arrive le fameux poste d'arrière droit où donc Arsenal cette saison le meilleur arrière droit est néerlandais, il s'appelle Jurien Timber évidemment puisque globalement on peut le dire c'est vraiment un très bon joueur Jurien Timber. Sauf que Jurien Timber il a mal, alors on sait même plus si c'est à la hanche ou à la cheville depuis la mi-mars. Il n'a pas joué la moindre minute depuis la mi-mars. Ce week-end encore, donc ce dimanche, Arsenal jouait son dernier match de la saison à Crystal Palace, qui était un match pour du beurre, puisqu'ils étaient déjà champions. Et il n'était toujours pas sur la feuille de match. Ce qui veut dire que s'il joue, il a été sorti au bout de 38 minutes, je crois que c'était contre Everton, le 16 mars dernier, me semble-t-il. Il se retrouverait titulaire en Ligue des Champions, puisque c'est son objectif, revenir pour la Ligue des Champions, face à Kvara après 2 mois et demi d'absence. Messieurs, euh, est-ce que vous croyez à cette thèse du Jurien Timber qui revient? Ah oui, juste pour information, celui qui était son remplaçant, donc Ben White, qui est un joueur un peu historique de Arsenal, qui est là depuis maintenant 5 ou 6 ans au moins, est blessé et forfait pour le coup. Il va rater la Coupe du Monde et tout ça. Est-ce que vous croyez à cette thèse du Timber titulaire? Oui, c'est bien le frère du mec qui a pris 5-0 avec l'OM au Parc des Princes. Qui veut se lancer? Oui, Daryl, vas-y, je t'en prie, je sens que tu veux en parler. Ouais, bah c'est simple. Moi, je crois même là, je crois limite même pas en la thèse de Timber dans le groupe. Donc, il fera le voyage parce que, bah, évidemment, voilà, toute l'équipe fera le déplacement, mais je suis même pas certain qu'il sera sur la feuille de match. Et donc, oui, titulaire, c'est évidemment mort. Et voilà, je le vois même pas rentrer en jeu. Pour moi, Timber est forfait. D'ailleurs, Arteta le dit un peu à demi-mot. Euh, alors ce week-end, ils ont soulevé la première ligue là. Et j'ai regardé la remise du trophée. Je voyais la tête de Timber pour un gars qui soulevait la première ligue attendue depuis 22 ans. Il avait quand même pas l'air très très content. Bon, Donc, pour moi, là, out. globalement, et puis il a lui-même parlé hein, dans une interview
il a commencé à évoquer du coup même la Coupe du Monde en fait. Enfin, moi, là, j'ai l'impression que globalement, il y a un espèce de poker amateur et que en fait, l'objectif, c'est qu'il soit de retour pour la Coupe du Monde, mais que pour samedi, c'est clairement mort. Comme on me le dit sur live, pas de Timber surprise donc pour samedi. Bravo, elle est formidable. Non, ce qui est extraordinaire dans le cas Timber, c'est que depuis des semaines, Arsenal, Arteta vous donne des bouts d'images de Timber, tout ça. Et nos amis néerlandais, que ferait-on sur les néerlandais? Ronald Koeman, premier micro devant la bouche. Ah non, non, mais vous inquiétez, il jouera pas. C'est pas possible. Même la Coupe du Monde, c'est pas sûr qu'il la joue. Et là, je repense donc au mec de la communication d'Arsenal qui, depuis des mois, des semaines plutôt, tente de camoufler la chose et s'est fait foudroyer sa ruse par un Hollandais, évidemment, avec une grande bouche. J'étais explosé de rire. J'ai fait ah, quel peuple, les amis, on n'est jamais déçus. Blaise, est-ce que tu veux évoquer le cas Timber? Tu y crois toi aussi? Et qui donc si ce n'est pas Timber? Oui, Ben White est blessé. Je sais plus s'il s'est fait les croisés, mais en tout cas le genou là, terminé quoi. C'est Vas-y, ouais, c'est Blaise. le genou, ouais, c'est le ligament médial collatéral, je crois. Ouais, c'est ça. En gros, c'est équivalent grosse entorse si je me trompe pas. Ah, mais il peut pas être là quoi. Voilà. Vas-y, Blaise. Euh, ouais, non, j'allais juste dire que j'avais pas un mot de plus à rajouter que ce qu'avait dit Daryl. Et là, vous confirmez en plus avec l'anecdote sur le Ah non, mais sélectionneur elle est incroyable. que je ne savais pas, mais effectivement, qui ne me surprend pas connaissant un petit peu ce qu'ils disent et comment ils se comportent dans le football. Et puis, pour l'option, Mosquera. Pour D'accord. moi. Ouais, ok. Donc Mosquera, c'est un défenseur central espagnol qui est arrivé de Valence l'été dernier, que Arteta s'est retrouvé à faire jouer donc côté droit de façon régulière pour compenser parce qu'il a plus personne. Il y joue depuis un certain temps. Tiens, question sur live. C'est plus préjudiciable pour eux de ne pas avoir Timber ou pour nous de ne pas avoir Hakimi? Ah, c'est plus préjudiciable pour eux de ne pas avoir Timber. Et Ah bah oui, Timber, nous, on a un remplaçant de haut niveau. ouais, voilà. Eux, il y a un vrai gouffre. Ah, Mosquera est un joueur qui est généreux, appliqué, qui fait ce qu'il peut, mais c'est un central qui fait 1m80, 1m89 sur un côté. C'est voilà. Et effectivement, comme je l'ai dit sur live, ce dimanche à Sellers Park, qui est donc le stade de Crystal Palace, super stade d'ailleurs. Pour moi, c'est pas loin d'être le plus cool de Londres au passage. Mais ça, c'est autre chose. Zubimendi était l'arrière droit, le Martin Zubimendi, l'ancien capitaine ou vice-capitaine de la Real Sociedad, qui est arrivé l'été dernier à Londres, qui a une deuxième partie de saison un peu compliquée, qui a donc un milieu défensif, a joué arrière droit sur ce match qui comptait pour du beurre. Bon, j'avoue que j'ai pas pu voir tout le match. Il m'a pas sauté aux yeux. Visiblement, De Gore qui était sur place a trouvé un peu meilleur que moi, mais bon, voilà. Oui, Blaise. Bah sur ce choix-là, moi, la performance, effectivement, je l'ai pas trouvé particulièrement intéressante. Ouais, excusez-moi. Mais par rapport, ouais, par rapport au choix, moi, je pense que ça va avec les dernières déclarations, les dernières performances du joueur, où faut plus le voir comme un choix pour aligner un 11 pour cette dernière journée qu'une option réelle pour la Ouais. finale, hein. Après, ce qui est bizarre, c'est que il aurait pu faire jouer quelqu'un d'autre à droite. Il a fait jouer Mosquera en défense centrale. Il aurait pu le faire jouer à droite pour qu'il continue à garder des repères. Mais non, pas du tout. Voilà. Oui, Daryl. Oui, non, non, mais j'avais pas grand-chose de plus à ajouter. Pour moi aussi, c'était une question juste d'aligner 11 joueurs, quoi. Sachant que bah, il était dans la perspective de faire tourner le plus possible. Mm. Et Et, donc voilà. et malgré ça, bah, on va en reparler. On nous Et, dit. et avant de finir sur les arrière droits, excuse-moi Ouais, Philo, parce vas-y, que vas-y, je tout à t'en l'heure, prie, t'inquiète. t'as rapidement lu le commentaire, enfin la question sur entre les deux, si la perte la plus préjudiciable. Je suis pas forcément d'accord avec vous. Je trouve que nous perdre Hakimi, on normalise effectivement parce que Warren a performé, mais les qualités d'Hakimi, on les retrouve pas forcément dans notre jeu C'est et vrai. face à cette équipe-là. Les courses, t'en parlais tout à l'heure avec Barcola, elles devront être assez importantes pour arriver à déformer et donner le peu d'ouverture que ce bloc équipe te permet. D'accord. On me demande sur la live, est-ce qu'il aurait pas valu mieux Ben White plutôt que Mosquera? Alors, Ben White est peut-être un joueur plus limité que Mosquera, mais en revanche, Ben White a un gros avantage sur Mosquera, c'est que c'est celui qui s'entend le mieux avec Bukayo Saka devant lui. Et dernièrement, la période où Bukayo Saka allait mieux, c'est notamment quand Ben White joue derrière lui, parce que bah, ils se connaissent bien, ils ont des repères, des automatismes, et offensivement, c'est mieux même limite que quand c'est Timber. Donc, Ben White, joueur limité, mais joueur qui a un vrai apport collectif offensivement, alors que c'est vraiment pas
très très bon joueur. Enfin, évidemment, tu joues à Arsenal, tu as quand même un certain niveau, mais c'est pas non plus un très très bon arrière droit. Et pourtant, il arrive à avoir un vrai apport. Donc, ça sera Mosquera. Et comme l'avait dit Mathieu, effectivement, le but d'Arsenal, c'est jouer avec 4 défenseurs centraux. Donc, ça leur fait pas peur de jouer avec Mosquera à droite. Mais ça, qu'il fait 1m91, il est jeune, hein, il est assez dynamique, mais faut se trimballer. Par contre, ça fait encore un joueur de tête. Et tout à l'heure, une personne sur la me disait Mosquera avait touché le poteau l'an dernier contre nous. Il avait même pas joué contre nous. Je suis. Mais il était même pas au club. Ah oui, voilà, oui, d'accord, j'étais là. Attends, c'est quoi cette histoire? Je me souviens de Merino qui a un but refusé à l'aller sur un coup de tête, mais juste au retour des vestiaires, justement, au début de deuxième mi-temps. Mais non, voilà, Mosquera, j'étais là. Attends, en plus tout à l'heure, j'ai cherché dans les photos, je le trouvais pas. Bah oui, évidemment, je risquais pas de le trouver, quoi. Voilà. On me dit, ah, il confond avec Kwanzaa de Liverpool. Là, ça me dit quelque chose, effectivement, le match retour à Liverpool. Mais je crois que oui, le poteau avait compté pour le coup. Une touche de Thomas Partey. Est-ce que Thomas Partey sera de retour? Je ne pense pas. La peur de la prison, probablement. Voilà. Au milieu de terrain, messieurs. Donc, Declan Rice. Oui, Declan Rice a aussi joué un bout de match arrière droit à West Ham. Il avait été et il avait aussi joué visiblement à Brighton, mais je l'avais pas vu celui-là. Où il avait été bon à Brighton, il a été catastrophique à West Ham, donc il est vite retourné au milieu de terrain. Non, mais de toute façon, il est essentiel au milieu de terrain. Donc là, oui, c'est pas une option, ça. Tout à fait. Donc, Ça a été tenté Et pour ma rapidement. part, le seul qui n'est pas en doute au moment de discuter avec vous. Rice? Ouais, c'est pour moi le seul au Ah bah, milieu de terrain. c'est le seul au milieu de terrain. Oui, oui, Ouais. on est d'accord. C'est le Oui, au seul milieu de terrain, indiscutable que je vois au milieu de terrain parce que pour les autres, je veux bien vous entendre. Alors, donc, à Declan Rice, il faut savoir que depuis qu'ils ont gagné la première ligue, le mec ne fait que la teuf, hein. Il y a des photos de lui à 5h du matin devant l'Emirates. Anglais certifié, hein. Pas besoin du passeport, hein. Vous le voyez, l'œil vitreux, sourire complètement niais où tu sais qu'il a bu beaucoup trop beaucoup plus que de raison. Formidable. Vraiment une publicité pour le royaume à lui tout seul. Là hier pareil, les photos après Crystal Palace, boum, explosé Ouais. le type. Ah, l'œil est pas frais, hein. L'œil est pas vif comme le poisson, je peux vous le dire. Totalement Jack Grealish. Je pense que vous mettez les deux ensemble à Majorque, ils font un duo exceptionnel. Est-il tout rouge? Bah évidemment. Il n'est pas britannique sinon. Là, je peux dire, en plus il faisait bien chaud à Londres aujourd'hui, il devait être de la même couleur que le maillot, il devait être incroyable. Mais oui, ils ont fait la fête la nuit dernière, voilà. Donc, vraiment, Declan Rice, anglais pur souche, pur jus même, j'ai envie de vous dire, titulaire. Et qui mettons pour l'accompagner? Donc, au cours des derniers matchs, le milieu qui a un peu tourné, qui a fait de bonnes choses dernièrement, c'était donc Declan Rice, le joueur le plus axial, Miles Lewis Kelly qui était un peu relayeur gauche et relayeur droit, c'était soit Odegaard, soit Eberechi Eze. Daryl, toi qui es un peu le spécialiste, qui tu imagines dans ce trio du milieu? Ah, c'est hyper compliqué. Alors, globalement, ce qu'il a fait contre Burnley, c'est qu'il avait aligné à la fois Ødegaard et Eze. Bon, Ouais, mais le Burnley, PSG n'étant, voilà, oui, mais le PSG n'étant pas Burnley, pour moi, il alignera qu'un seul des deux. Et ça va pas mal dépendre en fait de ce qu'il fait avec du coup, un autre joueur, bon, en l'occurrence Kai Havertz, que je vois débuter, mais il y a une question en fait sur son positionnement. Et bon, enfin, moi je pense que Ødegaard sera titulaire parce qu'il revient relativement en forme. Enfin, il a vécu une saison quand même assez compliquée et pas de grande qualité. Ouais. Mais sur les derniers matchs, c'est pas mal et c'est lui qui les sort de l'ornière quand même contre West Ham, à West contre Ham, West Ham. Voilà. Donc et puis voilà, c'est le capitaine. tout à fait. Donc je pense qu'il sera sur le terrain et du coup s'il est sur le terrain, à mon avis, il va falloir quand même une option un peu plus défensive à côté. Et donc je verrais plutôt Miles Lewis Kelly qui est du coup parmi les joueurs candidats, celui qui a le profil le plus Le plus équilibrant. le plus adapté en tout cas. Ouais, le plus équilibrant exactement. Vous aurez noté que Daryl ne parle pas de Zubimendi parce qu'après avoir été beaucoup titulaire en début de saison, il a littéralement explosé en vol sur 2026, hein, il n'a pas trop encaissé le. Bizarrement, quand tu passes de la Liga à la Première Ligue, le rythme est un peu plus soutenu. Et notre ami Basque a eu un peu de mal à s'y faire. Enfin, en tout cas, il a pas tenu la distance. Blaise, de ton côté, tu penses Lewis Kelly Odegaard? Je pense pareil. Et pour donner un petit ressenti personnel, je suis pas forcément persuadé que pour eux ce soit le meilleur choix parce que
éloigner Eze si lui aussi, parce que là, pour l'attaque, il pourrait jouer plus haut, éloigner Eze de cette position axiale où il peut, sur un coup de patte, frapper de loin, créer une petite différence à ce moment-là. Je suis pas persuadé que pour eux, ce soit la meilleure option, mais en tout cas, c'est ce que je vois pour eux. D'accord. J'avoue que la tendance des dernières semaines était Lewis Kelly, Odegaard, Eze plutôt remplaçant. Je vois pas pour trop Arteta changer. Mais c'est vrai que pour lui, c'est un gros débat quand même. Entre Eberechi Eze, qui est quand même un peu son homme un peu en forme du moment quand même. Odegaard, qui est son capitaine historique. Odegaard a quand même fait des saisons de très très haut niveau avec Arsenal. Hein. C'est un peu l'âme de l'équipe de Arteta quand même depuis des années maintenant. Donc compliqué et j'aimerais pas être à sa place. Voilà. On nous dit Arteta aucune certitude dans son 11 de départ. En fait, c'est là où les deux projets, je me permets de dégraisser un peu, sont très différents. C'est que le PSG a un projet, ou plutôt un effectif, où il y a 14 joueurs globalement qui peuvent avoir une place dans le 11 de départ. On les connaît, c'est les 11 enfin les 10 de la finale, plus Safonov, plus, comment il s'appelle, Barcola, plus Warren. Donc on a 13-14 joueurs en gros. Allez, Mayoulou est un peu 14e, voilà. Mais Arsenal, au contraire, a 18-19 joueurs de niveau pratiquement égaux, en fait. De niveau pratiquement égal, c'est le niveau qui est égal, c'est pas les joueurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'incertitudes. Il y a des endroits où il n'y a pas de débat. Le gardien de but, il n'y a pas de débat. La défense centrale, il n'y a pas de débat. L'arrière droit, quand Timber est en forme, il n'y a pas de débat. Rice, il n'y a pas de débat. On n'en a pas encore parlé. Bukayo Saka, ailier droit, il n'y a pas de débat. Voilà. Il y a 5-6 joueurs qui sont très fixes dans le 11. Mais vous en avez 5 autres où, là pour le coup, c'est ouvert. On sait pas qu'ils sont pas bons, Ouais, c'est ça. mais c'est ouvert, voilà. Et on me dit Mikel Ouais, ça Merino. bouge un peu tout le temps. Ouais. Voilà, Merino titulaire possible. Non, non, Merino, il a rejoué une demi-heure après 5 mois d'absence. Non, non, pas possible. Il est possible entrant pour le coup, mais pas possible titulaire. Il est franchement même contre Crystal Palace, j'ai trouvé dépassé moi. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà pourquoi on a l'impression qu'il y a des doutes chez Arsenal, parce qu'il y a des doutes vu que ils ont un pool de 18-19 joueurs, ils ont construit l'effectif de cette façon-là, 18-19 qui peuvent jouer. Voilà. Tiens, question intéressante. Qui défend le mieux entre Eze et Odegaard? Bah, les deux sont pas incroyables défensivement, mais Ouais. je pense que je dirais Ødegaard. Ouais, moi aussi. Odegaard Mais connaît bon, mieux le système, ouais, en fait, c'est surtout ça, quoi. ouais. Odegaard joue à Arsenal depuis quoi? 5 ans, 6 ans maintenant? Donc il a l'avantage à ce niveau-là par rapport à Eze. Et comme je disais, c'est un peu l'âme de l'équipe, c'est le capitaine. Je pense qu'avec Saka, ça doit être aujourd'hui. Non, peut-être Ben White est plus vieux que lui à Ah, Arsenal. oh, c'est peut-être ça doit être à peu près la même période. Hein. Ouais, voilà. Mais donc, c'est des mecs qui sont là depuis 6-7 ans. J'ai du mal à imaginer qu'ils les mettent sur le banc pour ce match, quoi. On verra. Le Mm. milieu, on a fait le tour, à part si Daryl ou Blaise veulent rajouter quelque chose. Non, on avance. On passe à l'attaque. Alors, bon. Côté droit, comme je l'ai dit, aucun doute, Bukayo Saka, qui est aussi un peu l'âme de l'attaque d'Arsenal, qui est bon, il est pas non plus lui totalement à 100%, comme toujours Bukayo Saka, les problèmes musculaires. À Mais c'est pas le gauche, seul, d'ailleurs, on en a pas parlé, hein, vas-y, mais ouais. Rice aussi, hein, il est pas à Rice, problème de 100%. dos. Rice, Ouais. problème de dos, où il y a plusieurs matchs où justement on le voit en cours de rencontre se tenir le dos. Et Raya, comme il a dit lui-même, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à la cuisse, mais c'est comme ça, je vais jouer, ça va le faire. Voilà. Non, non, il est pas incertain, il jouera. Mais par exemple, ce week-end, il est resté sur le banc de touche, il est pas entré en jeu. Dès qu'ils peuvent l'économiser, Bukayo Saka, il l'économise parce que bah, il lui demande beaucoup, il est très important et ils ont besoin de lui. Côté gauche, est-ce que nous allons retrouver le Clément Turpin belge ou le faux Martinelli, messieurs, à votre avis? Comment Ou tu aisé. reprends Hein. pour une nouvelle finale, hein. Mais ce sera trop tard, je pense. Je pense aussi que ce sera Leandro Trossard, donc le Belge, celui qui avait provoqué le but d'Arsenal au Parc des Princes en demi-finale retour l'an dernier, qui sur la deuxième partie de saison est un peu en train de prendre le dessus sur Martinelli malgré tout, non? On peut dire Ah, ça? oui, oui. Oui, il a pris le dessus. Enfin, donc ça a pas mal alterné entre les deux, mais c'est globalement plutôt Trossard qui a joué. Il a aussi une plutôt bonne complémentarité avec Calafiori. Parce que voilà, ils s'entendent très bien. Et puis Calafiori fait pas mal de courses intérieures. Ouais. Voilà, et Trossard est plutôt bon justement sur quand il est en un contre un. Enfin, c'est un joueur voilà.
c'est un joueur correct dans ce registre. Donc je pense que ce sera Trossard, même si bon, il a mis un but en 2026. Oui. À mon avis, ce sera lui qui sera aligné. Non, mais c'est Le vrai fait qu'il n'ait que. pas joué du tout ce week-end aussi, voilà, Ah bah, va après, plutôt dans ce sens-là. ouais, Trossard, joueur de 32 ans, quand même. Oui, oui, Trossard, c'est terrible à dire, enfin, c'est incroyable, mais il a mis un but en 2026. Un but important. À West Ham, il met vraiment un but très très important, même s'il y a une part de chance, puisque la frappe est contrée. Mais c'est limite le joueur offensif le plus en forme d'Arsenal en ce moment. Le meilleur buteur d'Arsenal, c'est nous, on se plaint, enfin, entre guillemets, on se plaint, on n'a pas vraiment de buteur. Je crois que Ousmane, on est à 19 ou 20. Le meilleur buteur d'Arsenal, c'est Gyökeres, il en a mis 14 par exemple. Bon voilà, donc faut pas non plus, voilà. Gvara en a mis 19 et Ousmane en a mis 19. Chez eux, le meilleur buteur, je crois que c'est Gyökeres a dû mettre 14 buts, dont 6 pénaux dans le tas ou un truc du genre. Donc, Oui, ça doit être ça. 14 en première ligue, bah, je sais plus si c'est toutes 14. compétitions Il me confondues. semble que c'est même toute compétition confondue, hein. Donc c'est Ah oui, assez. Attendez, je vais vous chercher ça. Je suis actuellement sur Transfermarkt, mais je suis désolé. Je crois que toute compétition confondue, c'est 21 ou 22, Ah, un truc comme 21, ça. d'accord, pardon. Donc c'était 14 en première ligue. Ouais. Voilà, mais il y a beaucoup de. Ouais, 21, c'est ça, mais il y a pas mal de pénaux dans le tas. Donc on est à 14 ou 15 dans le jeu, je crois. Donc c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr du tout de voir Gyökeres titulaire. Martinelli est si nul. Non, non, mais Martinelli est un joueur qui a un peu de mal dernièrement, qui a des. En Il fait, manque de dernier geste, Martinelli. ouais, voilà. C'est C'est globalement pas. son gros problème. Enfin, il a eu une très grosse saison. En gros, la saison du renouveau d'Arsenal, on va dire, donc celle, donc pas la première où ils finissent deuxième, mais celle juste avant, où alors ils échouent, je crois, à la cinquième place, parce qu'ils perdent le North London Derby à la dernière journée contre Tottenham. Mais cette saison-là, ils font une très grosse deuxième partie de saison avec, il y avait encore Lacazette. Oula. Et puis donc Martinelli avait été excellent, mais depuis, ouais, c'est un joueur qui, bah, comme ouais, une expression que t'aimes bien, Philo, c'est pas un joueur très concret, quoi. Ah non, Voilà. il est pas concret, lui. Donc c'est Non. Mais c'est quand même un international brésilien qui a quand même fait des bons matchs. Il est capable d'être bon sur un match, mais il manque tellement de constance sur la durée d'une rencontre. En fait, c'est un joueur un peu de série, quoi. Il va te faire 3 bons matchs, 3 mois où il est mais cadavérique, et puis d'un coup il est relancé, tu sais pas trop pourquoi il va marquer. Ce que j'appelle le joueur pas fiable par excellence, quoi. Mais en tout cas, en ce moment, Trossard a l'avantage côté gauche. On nous dit le gros problème de Martinelli, c'est surtout sa tête de comptable. Oh, oh, s'il vous plaît. Vous le connaissez pas. Oui, il va à la Coupe du Monde, Martinelli, de mémoire. Oui, il me semblerait qu'il est dans les 26 du Brésil, ouais. Ouais. oui, oui, il est bas, il est bas. Voilà. Ça fait Et, même débat. ouais, bah évidemment. On arrive enfin sur le poste d'avant-centre, où ils sont donc 3 joueurs à Arsenal pour occuper le poste. Il y a évidemment, comment il s'appelle Gyökeres, puisqu'on en a parlé. Il y a oh mince, Kai Havertz. Kai Havertz, merci, et Gabriel Jesus. Messieurs, Bon, le dernier, voilà, je pense qu'on peut l'exclure de la voilà. discussion. Gabriel Jesus, s'il entre en jeu, c'est qu'il sera passé beaucoup de choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas cité, dans les ailiers du Bantouche, Noni Madueke, qui est donc un ailier droit gaucher capable de jouer aussi à gauche. À Chelsea, il a joué à gauche. Il s'est fait mal à l'adducteur de la cuisse gauche dimanche contre Crystal Palace. Même s'il est sorti en marchant tout ça, une blessure musculaire en 6 jours. J'ai des doutes qu'on le voit à Budapest entrer en jeu, honnêtement. Ou alors, s'il avait vraiment, c'était une crampe, mais ça ressemblait pas vraiment à une crampe la façon dont il s'est tenu la jambe, quoi. Donc voilà. On revient à notre avant-centre. Havertz ou Gyökeres, messieurs. Pendant début du mois de mai, c'était plutôt Gyökeres qui avait la main. Est-ce que ça a changé, Daryl? Oui, bah, enfin, c'était Gyökeres qui avait la main parce que Havertz était de retour de blessure, quoi. Hmm. Je pense. Parce que là, globalement, Arteta a pas mal donné de rythme à Havertz dernièrement. Ouais. Et il était titulaire du coup, contre Burnley. C'est lui qui marque le but sur coup de pied arrêté, bien évidemment. Et Bonne tête sur corner. je pense que ouais. Et puis donc, et c'est en fait quand on entend Arteta parler, et il parle quand même beaucoup de cette rencontre d'octobre 2024 pour Ouais. essayer de donner de la confiance sur le fait qu'il nous a déjà battus, etc.
Et bon, bah, si vous vous rappelez bien, donc Havertz était titulaire lors de ce match et il nous avait fait très mal. Ouais. Ouais. C'est un joueur voilà, qui a un profil assez particulier, assez atypique, mais qui peut être gênant parce que bah, il est bon dans les airs, Il est grand, Havertz, ouais. il est grand, ouais, ouais, il est costaud physique, il est plus dur à bouger que son allure ne laisse à penser. Et puis il a une vraie qualité technique en fait au niveau des remises. Enfin, il a une vraie capacité en fait donc à choper des longs ballons et puis à les remiser proprement. Là où Gyökeres, bah lui, c'est évidemment aussi Oh, la conduite de une balle. cible dans les airs, mais par contre pour la suite, enfin ce que tu fais du ballon derrière, surtout en étant sous pression, c'est quand même moins fiable techniquement. Et puis Havertz aussi a une certaine fluidité dans le jeu, il est capable de bouger un petit peu partout sur le terrain. Moi, je pense que c'est clairement le 9 que Arteta va aligner en tout cas, s'il a des ambitions offensives qui ne reposent pas uniquement sur les coups de pied arrêtés, quoi. Tout à fait. Deux, trois trucs. Faut savoir que Havertz n'a jamais été titulaire cette saison en Ligue des Champions. Il a pas débuté un seul match. Même le retour contre l'Atlético, il n'a pas joué une minute. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il a eu un petit problème musculaire. Comme on me le dit sur live, Havertz a déjà marqué en finale de Ligue des Champions. C'est celui qui avait marqué le but de la victoire de Chelsea en 2021 contre City sur une belle passe en profondeur de je sais plus qui et la feinte de Mason Mount. Non, c'est le contraire, c'est Bah, Mount c'est le qui fait la seul. place et c'est qui Ouais. fait la passe et c'est Timo Werner qui avait attiré la défense bref. Voilà. Mais c'est vrai que si on regarde les statistiques cette saison en Ligue des Champions, Arteta a beaucoup fait confiance à Gyökeres. Alors Gyökeres ce week-end a joué 5 minutes, il est rentré à la 83e, il a remplacé Madueke. Le match d'avant contre Burnley, il l'avait pareil pratiquement pas joué, donc Gyökeres globalement a pas fait une titularisation depuis un certain temps. Est-ce que et il est pas dans une bonne séquence? Oh là là, ce week-end il y a une conduite de balle, mais oh, même Nordi Mukile à Strasbourg se fout de sa gueule quoi. Un truc, le ballon a dû se plaindre à la fin du match, hein. J'ai rarement vu ça pour un mec à 70 millions d'euros. Mon Dieu. Oui, oui, bah, c'est. Oh là là, Mais Havertz, ouais, en plus, c'est le gars, c'est le recrutement de Arteta. Là où Gyökeres, c'est leur directeur sportif. Et Arteta était pas, c'était pas sa cible privilégiée, quoi. Bon, il a accepté parce que de toute façon, ils avaient besoin d'un attaquant, etc. Mais bon, moi, je vois plutôt Havertz. La seule chose qui va en faveur, en fait, d'une titularisation de Gyökeres, c'est que dans leur 11 de départ, présumé, enfin, celui qu'on vient d'énoncer, mm, euh, ça manque quand même un peu de de vitesse, hein. course, quoi. Ah ouais, de Ouais, ça vitesse, de manque de course. vitesse et de course. Donc voilà, Gyökeres, effectivement, c'est un joueur qui possède quand même ces qualités-là. Je pense que Gyökeres, même s'il est peut-être moins fort de la tête que Havertz, est peut-être plus fort pour peser dos au jeu aussi. Il me sent et il est capable peut-être de mieux se déplacer sur la largeur aussi, parce que quand il étend ses grands bras, il prend de la place quand même. Havertz, je suis pas sûr qu'il ait totalement cette capacité malgré tout quoi. Mais la dynamique, elle va clairement pour Havertz quoi. Aujourd'hui, si tu regardes la dynamique des deux équipes, des deux joueurs, je veux dire, tout va dans le sens de Havertz. Le fait que Gyökeres joue presque plus, ça va aussi dans ce sens-là quoi. Mais en tout cas, c'est un vrai débat. Enfin, c'est un vrai débat. Arteta doit déjà savoir, je pense. Mais Gyökeres, c'est pas Ajorc. Hein. C'est pas Ludo Ajorc, c'est sûr. Mais est-ce si éloigné que ça? Je sais pas, en tout cas. Blaise, un avis sur ce poste d'attaquant central des Gunners? Pour moi aussi, je pense que Havertz sera privilégié. Je dois reconnaître que jusqu'à vous entendre aussi, je pensais que Gyökeres pouvait avoir un petit peu l'avance sur dans les choix d'Arteta, mais oui, je pense que qu'Havertz jouera par rapport à ce que vous avez pu notamment dire. Et puis, dans le choix d'Arteta, je pense que lui, le match, plus il dure, mieux ça sera peut-être pour lui. Pas forcément que ses joueurs soient plus en forme que les nôtres, mais on va dire que dans les scénarios du match, il est plutôt attendu que le PSG ait le ballon. Et donc, généralement, une équipe qui a le ballon, qui peut se frustrer ou autre, bah ça rend le match de plus en plus incertain, plus le score nul reste ainsi. Il est vrai. Avant de passer aux clés du match, parce que c'est vrai que sur les compos, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire, vu que c'est comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre sur la compo d'Arsenal et un petit peu sur la parisienne.
En tout cas, plus que pour PSG Bayern, ça c'est sûr. Juste, je vais remercier les subers parce qu'ils sont là quand même toutes les semaines. Merci à Seb77, merci à Crapule Paris, à Juden Foufou 92, à Newsika 78 et Midpin 75, c'est formidable. Elwood 64, Guigui 75 16, Shanani 78 et Kams c'était tout à l'heure. Voilà. Elle me dit Philo mentionnait la finale Chelsea City, très peur de ce scénario. Alors en tout cas vous pouvez être sûr que contrairement à Pep Guardiola, Luis Enrique fera jouer Vitinha parce que je vous rappelle que ce jour-là Pep a cagué dans la colle de façon absolument extraordinaire en sortant, en ne faisant pas jouer Rodri. Il avait mis qui en double pivot devant la défense? Je crois qu'il avait mis Bernardo Silva Gundogan Gundogan et Bernardo, je crois, non? c'est peut-être Gundogan, Bernardo, je sais plus. Un Ouais. truc qui nous avait fait Pep là. Il est totalement Pep Merdiola ce jour-là, quoi. D'ailleurs, ça s'était mal fini, hein. Mais Gundogan, De Bruyne, ouais, c'est ça. Non, non, je crois qu'il avait pas mis Ah oui, Rodri. c'était peut-être De Bruyne. Ouais. Ah oui, non, il avait pas mis Ouais, c'est ça. Il avait pas mis Rodri. Et puis je vois des Fernandinho dans le chat, mais je pense pas. c'est possible. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, je vous rassure, Luis Enrique ne fera pas une Pep tourmentée devant l'éternel, en tout cas. Ce samedi soir, enfin ce samedi en fin d'après-midi, parce que je vous rappelle que le match est à 18h. Voilà. Arteta ne va-t-il pas faire une erreur comme son mentor? On souhaite. Voilà. Je parlais de la chaleur. C'est quoi le climat en ce moment? Il me semble qu'il fera plutôt frais. En tout cas, il est prévu que la température baisse fortement aux alentours de 18h. Je crois que j'ai vu qu'il ferait autour de 15 degrés ou un truc dans le genre. Donc normalement, la chaleur ne sera pas un critère. Voilà. Puis je peux vous dire que au pire, si c'est un critère, les Anglais sont habitués parce que il fait aussi très chaud, comme en France, à Londres en ce moment. On bat des records de température également. Et l'arbitre, est-ce que vous voulez en parler? 28 degrés, on me dit. Oh là là, oh l'horreur. Moi j'espère avoir froid. 29 degrés, il me semblait avoir vu que ça baissait. Visiblement, je me suis complètement planté, je m'excuse. Est-ce que le fait de jouer à 18h change quelque chose? Messieurs, un avis Les Anglais sont plus habitués que les Français en tout cas. Bah oui, pour nous. Oh. Ça change un petit peu parce que la finale arrive plus tôt, donc ta journée elle est différente. Après, l'attente sera plus courte. Et puis je pense non, pour les joueurs, 18h c'est pas midi quoi. Ouais, Donc, voilà. Ouais, ça ira. on est habitué à jouer en Ligue 1 à 17h, un samedi. C'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai. On me dit c'était Gundogan, Bernardo Silva devant la défense par Pep en finale de la Ligue des Champions. Voilà. Tiens, question avant qu'on passe au clé du match. Comment vous expliquez que Arsenal a gagné face au Bayern? Alors déjà, c'était en octobre. C'était en novembre, ouais, voilà. Ouais, non, octobre. C'était en novembre, c'était juste. C'était pas juste après nous. Non, c'est avant. Je crois que c'était le match du Bayern. Le Bayern, pour moi, le Bayern, on les joue 4e journée et en 5e journée, ils vont à l'Emirates. Ah, c'est possible. Je peux me tromper. Hein. Non, je pense qu'effectivement, tu as le bon scénario. 26 novembre, effectivement, juste après nous. Jurien Timber, le grand absent, qui ouvre le score. Lennart Karl qui égalise. Madueke qui marque le 2-1. Donc, deux mecs qui seront peut-être pas là. Et Martinelli le 3-1. Lui aussi, c'est pas sûr qu'il sera là. En toute fin de match. Ouais, c'est 75. Oui, non, mais. Après, Arsenal a émis une très bonne équipe. Côté Bayern, est-ce qu'il manquait des joueurs? Luis Diaz, qui avait pris un carton rouge du coup. Ah bah oui, effectivement, il manquait Luis Diaz, mais sinon, non. Le Bayern, je sais, après le match, avait eu des déclarations assez incendiaires vis-à-vis d'Arsenal, les traitant entre les mots d'équipe de merde, juste bonne à marquer sur coup de pied arrêté. Donc ça, c'est Joshua Kimmich qui se présente devant la presse après le match. Il avait rafalé dur. Hein. Il n'était pas content d'avoir perdu Joshua, vraiment, ça l'avait pas plu. Et puis il y a une boulette folle de Neuer. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Le score faisait un peu lourd, je crois. Alors, j'avais pas regardé le match, mais non, le score était lourd. Résumé, j'avais pas l'impression que ça valait 2 buts d'écart, quoi. Non. Et puis bon, comme tu l'as dit, surtout l'important en fait, et je pense que c'est quelque chose qui échappe peut-être un peu au côté Arsenal, que ce soit du côté chez eux ou donc au niveau du staff ou des supporters, c'est que c'était en novembre, quoi. Oui. C'est pas ça la vraie Ligue des Champions en fait, mais voilà. Non, totalement. D'ailleurs, le Bayern est venu gagner en novembre au Parc des Princes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Bayern n'a pas regagné au Parc des Princes quand il est revenu en avril. Donc, voilà. Arsenal n'avait pas volé la victoire. Non, clairement pas. Ils avaient fait un bon match ce jour. Ils avaient un peu envoyé un petit message en mode non, mais cette année, on est un peu sérieux. Quoi. Messieurs, il y a Mathieu qui se réveille, qui demande je peux venir si vous voulez. Écoute, il est timide, il n'ose pas venir. Messieurs, concernant les clés du match,
Qu'est-ce que vous voyez, tiens, Blaise, si tu veux commencer notamment, euh, comme clé justement de cette finale PSG Arsenal, qui est donc la première finale entre le PSG et Arsenal, évidemment. Pas énormément d'affrontements entre les deux clubs, 7 rencontres au total, 2 victoires chacun, 3 matchs nuls. Blaise, on t'écoute. Ouais, c'est intéressant déjà pour dire que dans cette confrontation, il y a plusieurs enjeux à divers degrés et surtout à divers hauteurs du terrain. Je pense que sur les coups de pied arrêtés, on va se rejoindre et on va faire un focus ensemble peut-être tout à l'heure. Mais moi, dans le jeu d'Arsenal, il y a une chose aussi que Luis Enrique dit, qu'il répète depuis quelques jours, c'est qu'Arsenal est aussi une équipe à qui il est difficile de prendre le ballon. Ouais, Et en fait, moi, en l'entendant et en essayant d'imaginer ce que peut être ce match, j'ai l'impression que il a effectivement prévu des choses quand on aura le ballon, et ça, j'ai pas trop de doutes sur la qualité de la production, mais il a aussi des choses mises en place pour empêcher Arsenal de conserver le ballon. Et pour faire un petit peu l'analogie avec la finale de la saison dernière, il y avait dans notre match, il y avait ce pressing de notamment d'Ousmane Dembélé, mais de toute l'équipe pour empêcher dès dès la sortie de balle du gardien, l'équipe de l'Inter d'avancer. Et ça, je pense que ce sera un vrai enjeu. Et en fait, ce qui est marrant par rapport à Arsenal, c'est que c'est une équipe qui, moi, je trouve, en tous les cas, quand Raya a le ballon, qui peut être mise en difficulté de deux manières. C'est-à-dire, Raya, il est capable de trouver des angles de passe, des passes longues d'une grande qualité, mais parfois, il s'affole un petit peu. Il y a des ballons rendus à l'adversaire quand il est pressé. Mais là où je trouve il est encore plus mis en difficulté, c'est quand on lui bouge toutes les solutions proches pour qu'il trouve un joueur. Et là, ça, je vais le dire comme ça, même si c'est pas forcément le terme, ça frise un petit peu jeu d'Arsenal et ça les empêche d'avancer à part par de longs ballons. Donc je pense que ce sera quelque chose à regarder, c'est de savoir comment, quand Raya a le ballon, le PSG va tenter de récupérer le plus rapidement possible, à savoir un pressing, comme on a l'habitude de faire avec Dembélé qui a le gardien et un central et puis le reste de l'équipe qui suit en un pour un, ou un marquage un pour un avec un peu de l'immobilisme pour demander à Raya de faire un choix qui sera long forcément. très bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je trouve que dans le discours de Luis Enrique, il y a quand même plusieurs trucs. Il y a le côté, c'est la meilleure équipe du monde sans le ballon. Qui est quand même pas un petit testament de la part de Luis Enrique, hein. C'est pas le genre de dire à dire ce genre de choses sans le penser vraiment et sans réflexion. Et il faut pas oublier quand même quelque chose, c'est qu'Arsenal, ils sont capables de presser très haut en fait. Je sais que tout le monde imagine le PSG avoir le ballon, construire tranquillement depuis l'arrière, avancer, et puis ensuite peut-être être contré. Pour moi, il y a un monde où, où Arsenal, ils viennent te chercher très haut au pressing parce qu'ils savent que si tu allonges, c'est forcément pour eux. Ils ont beaucoup, ils font aussi, ils ont beaucoup, comment dirais-je, ils ont eu beaucoup de mal à digérer la demi-finale retour au Parc des Princes où ils perdent 2-1 alors qu'ils font une très très bonne première mi-temps et justement ils arrivent à nous mettre en difficulté au match retour en pressant très haut, en prenant à la gorge littéralement comme le Bayern a su le faire en novembre par exemple. Et je pense il y a un comment dirais-je, il y a peut-être un monde où le PSG est peut-être en difficulté avec le ballon sur cette rencontre, ou a du mal à Ah le oui, oui. sortir, et qu'on n'imagine pas forcément. En fait, le scénario Arsenal, bloc bas, PSG qui tourne autour, qui trouve pas la solution, je suis pas si sûr que ça. Et au contraire, sur le Moi live. j'y crois pas, hein. Ouais, vas-y, Moi, j'y Darren. crois pas du tout à ce scénario. Ouais, personnellement, moi, je vois pas Arsenal être en bloc bas. Ce que c'est, lui, Enrique l'a dit d'ailleurs. En gros, ils sont capables de presser haut, tout comme ils sont capables de défendre très bas. Voilà. Quand, si on regarde un petit peu leur dernier gros match, du coup, contre City, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu l'Atlético aussi, mais contre City, à l'Etihad, ils sont allés les chercher très haut. Mm. Ils ont mis en place vraiment un pressing haut qui a gêné City en première mi-temps. Bon, City a quand même réussi à s'imposer, hein. Ouais, Voilà, ils sont capables d'aller haut et d'être agressifs. Après, je pense qu'on n'aura pas un niveau d'agressivité similaire à ce que fait le Bayern, parce que l'instinct d'Arteta, ça reste quand même en fait majoritairement le contrôle et la prudence.
quand même principalement une équipe de possession défensive qui a une capacité quand même à mettre l'adversaire dans son camp et à occuper le terrain, mais qui quand même voilà reste très prudente et ne prend pas trop de risques. Et je pense que tout le monde connaît la qualité du PSG en transition. Mm. Et ils savent que bon, si on trouve s'ils sont trop agressifs au pressing et qu'on trouve des solutions, et qui doivent défendre en reculant face à Doué, Dembélé et Kvara, ou Barcola, voilà, peu importe. Même si c'est la meilleure équipe au monde sans ballon, n'importe qui est en grande difficulté face à ça. Oui, et les tours précédents l'ont montré. Et il y a un... Ouais, j'avoue que ce que le PSG a fait à Munich, ce que le PSG a fait à Liverpool, je me demande si plusieurs personnes parlent sur la lèvre, à quel point le PSG va vouloir avoir le ballon. Franchement. Alors après, par contre, si tu laisses le ballon à Arsenal, tu te crées un autre problème qui sont que, par définition, si l'équipe en face a le ballon, qu'elle arrive à l'amener un peu sur les côtés, elle récupère des corners. Et bon, on peut pas dire que... Alors, Arsenal n'a marqué que 3 buts en 14 matchs sur corner cette saison en Ligue des Champions. Mais ils ont quand même des mecs d'une taille assez monumentale. Ils avaient failli marquer contre nous, notamment de la sorte, aussi bien à l'aller qu'au retour. Ils avaient marqué d'ailleurs contre nous en octobre 2024, pardon, comme ça. Donc, il y a aussi un risque, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez au PSG enfin, qu'est-ce que vous pensez du fait que le PSG pourrait laisser le ballon à Arsenal ou vous y Non, j'y croyez crois pas. pas? Non, j'y crois pas. Enfin, en fait, j'y crois pas en début de match, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on va arriver de tenter d'imposer notre jeu comme d'habitude. On va voir aussi du coup ce qu'Arsenal nous propose parce que ça va dépendre aussi de ce que l'adversaire met en place. Oui. Mais globalement, on va essayer de dominer, d'avoir le ballon dans le camp adverse. Et si en fait le match en fait le game state quoi. Donc en fait le score fait que Arsenal se retrouve contraint de pousser et prend des risques et prend le ballon. Oui, il est possible qu'on se replie et qu'on passe en mode un peu plus défensif en évitant à tout prix de faire des fautes et en essayant de ne pas concéder de corner. Mais je ne vois pas en tout cas arriver et accepter en fait de laisser comme ça le ballon à Arsenal quoi. Tiens, En c'est tout cas marrant. pas sans un avantage au score. C'est marrant, on nous dit est-ce que vous pensez que Safonov a dégagé en touche? Bah pour le coup, avec Mosquera qui doit faire la remise en jeu et les mecs autour de lui, c'est pas forcément une mauvaise stratégie, hein. Parce que si tu joues dans les pieds de l'arrière droit, qui est peut-être le moins bon techniquement de l'équipe, c'est pas forcément un mauvais truc, hein. Donc non non, on verra ce que le PSG va faire. Oui, Blaise. Ouais, bah déjà sur ça, toutes les relances longues de Safonov, elles vont vers ce côté gauche, donc généralement, je pense que ce sera une option utilisée. Après, pour la possession ou pas du ballon, oui, le PSG voudra avoir le ballon et si dans les premières minutes, bah ils arrivent à installer les joueurs et avoir des connexions dans le cas adverse, ça posera pas de problème. Par contre, moi je sais pas si c'était en tout cas l'avis de Philo, moi je suis persuadé que c'est la hauteur du bloc d'Arsenal qui déterminera cela. Et pour le coup, je pense que Arteta, lui, il voudra pas attendre. Donc, je pense pas qu'ils vont presser de manière très très forte en un contre un dès les premières minutes. Par contre, je pense qu'ils vont mettre suffisamment de joueurs assez haut pour obliger le PSG à devoir redoubler des passes entre les centraux, le gardien devoir allonger, perdre le ballon et donc rendre celui-ci à Arsenal. Très bien. Non mais en fait ce qui est drôle c'est que Arsenal a un style de jeu assez particulier. Donc, c'est rare qu'une équipe en 2026 fasse passer sa défense avant tout et joue massivement avec du coup de pied arrêté. Enfin, c'est rare et pas rare, mais c'est pas une construction d'effectifs très très classique, on va dire. On te parle tout le temps d'équilibre. Eux, clairement, c'est une équipe équilibrée, mais c'est une équipe qui vit plus par sa défense que par autre chose. Donc voilà. Oui, je pense qu'honnêtement, il y a que en C1 qui sont construits de la sorte, hein. Enfin, je sais pas, surtout, ce qui est très drôle dans le parcours d'Arsenal, enfin dans l'évolution d'Arsenal depuis des années, c'est qu'il y a 3 ans, c'était une équipe qui était super cool à suivre offensivement. Odegaard, Saka, c'était très frais, c'était une équipe qui était très tournée vers l'attaque.
Et c'est devenu une équipe qui a complètement changé de philosophie. Je vais pas dire qu'elle est très tournée vers la défense, mais quand je vois la qualité des mouvements offensifs que proposait Arsenal il y a 3 ans et ce qu'il propose aujourd'hui avec le ballon, ah bah je sais ce que Arteta il a travaillé à l'entraînement et c'est pas clairement pas la partie attaque. Oui Daryl, tu vas en parler peut-être. Ah oui, non, c'est ça. Oui, non, mais on est d'accord. Enfin, ils ont globalement perdu la majeure partie de leur fluidité en attaque, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jeu de position très stéréotypé, avec des mouvements même faciles à analyser. Enfin, il y a pas, voilà, offensivement, il y a quand même peu de fantaisie et de choses à même de surprendre l'adversaire. Là où ils sont un peu en mesure de mettre en difficulté, mis à part les coups de pied arrêtés, en fait, c'est qu'ils ont beaucoup de choix, quoi. Mm. Ils ont un groupe, un effectif très large avec beaucoup de joueurs de qualité. Et donc voilà, il y a toujours en fait un moment où il y a une solution qui est trouvée, quoi. Ouais. C'est dû à quoi ce changement, non, sur live? Bah, peut-être qu'au bout d'un moment, Au ils ont. titre perdu. Voilà, exactement. Au bout d'un moment, à force de perdre des titres, tu te dis, bah, au lieu de perdre à domicile, je vais prendre le point du match nul. Et bah, bizarrement, ça te fait gagner des matchs, ça te fait gagner des points, et voilà. Ouais. Bah, Donc, c'est ça, la première fois qu'en gros ils ont été en concurrence avec City pour le titre. Donc la première saison où ils finissent deuxième là sur trois. Bon, ils ont voulu être un peu expansifs. Ils étaient en confiance, etc. Et donc ils ont voulu de pratiquer leur jeu contre City. Ils en ont pris 5. Voilà. Et donc ça a été globalement un peu un tournant et une claque pour Arteta qui après s'est vraiment évertué à renforcer en fait son équipe défensivement. Ils ont je ne sais combien de défenseurs centraux ouais. et globalement voilà maintenant c'est la solidité et puis en fait ils ont cherché à travailler aussi beaucoup les gains marginaux quoi. Euh, et donc d'où du coup maintenant cette propension à se reposer beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Mais là, je pense qu'ils sont devenus un peu, c'est devenu un peu caricatural, quoi. Ils sont un peu prisonniers de ça, Ah oui, non mais. et du fait que, qu'offensivement, en fait, ils n'ont pas des profils, ils ont pas de profils très variés, quoi. Il leur manque quelque chose en attaque pour connecter tout ça. Ah oui, comme tu l'as dit, quand ils attaquent, c'est. Allez, t'as les courses intérieures de Calafiori qui peuvent être dures à gérer. Tu as forcément un peu Saka, balle au pied. Tu as de temps en temps une inspiration d'Odegaard ou de Eze. Mais c'est une équipe vraiment stéréotypée, quoi. Mais malgré tout, je sais pas ce qu'elle peut te proposer. Dans le sens où, défensivement, elle est tellement protéiforme que tu sais pas trop à quoi t'attendre, dans le fond. Et c'est. En fait, ce qui m'intéresse, c'est comment le PSG va répondre à ce qu'Arsenal va proposer et à quel point le PSG va être en mesure d'imposer ce qu'il a été capable d'imposer à tous les adversaires qu'il a croisés cette saison. Son jeu fluide, sa technique, sa capacité à sortir du pressing, sa capacité à jouer en étant posé, en jouant en transition, tout ça. Et globalement, le PSG est une équipe plus complète. Y a pas trop de doute à ce niveau-là. Mais à quel point elle saura l'imposer, je trouve que c'est vraiment un point qui est très important et très intéressant avant la rencontre, quoi. Et le truc, c'est que Arsenal, de par son incroyable force au coup de pied arrêté, peut être totalement dominé de le jeu pendant 60, 70, 90 minutes et marquer sur un corner alors que bah, ils n'ont pas touché une cacahuète un long moment, quoi. Donc, vraiment, le scénario qui peut t'attendre, auquel tu peux t'attendre, pardon, est vraiment très très dur à imaginer. Après, malgré tout, si tu parles juste de football, comme je cite Mathieu Bertinelli, le football, ça joue avec des petits milieux de terrain, et le ballon il est dans les pieds et pas dans les airs. À ce football-là, effectivement, il n'y a pas de match. Euh, Dans le football en général, malheureusement, il y aura peut-être un peu plus match. Une personne demandait tout à l'heure sur le live qui était favori. Les bookmakers donnent le PSG assez largement favori, hein. Sur 90 minutes, je crois que c'est 2,20 ou 5 ou 2,40 la cote du PSG et 3,30 la cote d'Arsenal. Alors c'est évidemment moins haut les cotes sur les 80, sur les autres scénarios, savoir prolongation, tir au but, tout ça, ce qui est normal. Mais le PSG est largement vu comme favori en tout cas. Oui, Daryl. Là, c'est les cotes, tu les donnes, c'est les cotes en France En ou fait, c'est de manière c'est les générale? cotes aussi bien en France qu'en Angleterre. Si, ils se copient tous entre eux. Ok, Tout à l'heure, j'étais ok, donc en Angleterre, ouais. sur mes odds checker, qui est donc un truc de comparatif de codes chez les bookies anglais. Donc, et eux aussi, bah, 2,40, je sais plus si c'était chez William Hill ou bref, peu importe, on s'en fout. Euh,
même chez eux, c'était clairement le PSG qui était favori. Opta, je sais, avec son calculateur, donne Arsenal, mais Non, mais Opta est complètement biaisé avec la première ligue. Enfin, c'est le super calculateur d'Opta. voilà. Globalement, Ah, je pense que Wolverhampton doit être peut-être au-dessus de Monaco, enfin, chez eux. Enfin, bon, bref, donc, c'est pas. voilà. Tiens, question intéressante, dans la tête des fans d'Arsenal, ils sont favoris à 80-20. Ah, je sais pas, mais en fait, c'est ça qui est très drôle, c'est que Arsenal va jouer une finale de Ligue des Ah, Champions dans 5 jours, et ils n'en parlent pas du tout, en fait. Pour eux, il n'y a que la première ligue. Ce week-end, ça n'a parlé que de la première ligue. Je vais vous raconter une anecdote. Donc, Madueke se blesse à l'ischio gauche après la rencontre à la fin de la rencontre à Crystal Palace. Et j'ai passé un certain temps à chercher auprès des journalistes qui suivent Arsenal, que je connais un peu tous. Mais vous savez ce qu'il a? Il n'y en a pas un qui a demandé en vue de la finale Ligue des Champions, quoi. En mode, non, c'est pas grave, c'est dans 6 jours. Attendez, les gars, Arsenal en finale Ligue des Champions, c'est arrivé 2 fois dans leur histoire, hein. La première ligue, ça doit être leur 14e titre, si je me trompe pas. Enfin, première ligue et anciennement championnat d'Angleterre de façon générale. Et non, en fait. Et tiens, un mec du forum en parler sur le Reddit de Arsenal. Alors, Reddit, il n'y a pas que des vrais Anglais, hein, il y a surtout beaucoup d'Américains. Ça parlait encore pratiquement que de la première ligue et pas du tout de la finale de Champions League. Et comme on dit sur live, oui, il y a un côté pour eux, c'est du bonus. Donc, c'est assez particulier leur approche, dans le sens où ils ont un côté on n'a rien à perdre. Le côté PSG, on n'a pas ce côté on n'a rien à perdre. Nous, on sait qu'on a tout à perdre. On est les champions d'Europe, on est très attendus, on est favoris, on sait que le PSG vit pareil pour la Ligue des Champions. Donc oui, mais c'est vrai que c'est assez particulier dans le sens où ils arrivent un peu sans pression, oui. Oui, Blaise. Ouais, non, je suis d'accord avec toi et t'apportes en plus un complément. Moi, à distance comme ça, je trouve que, comment dire le bon terme? Je vais pas dire amateuriste, mais ça flirte vraiment avec le manque de connaissances, peut-être de la préparation à avoir pour ce type d'événement. Pas qu'ils vont pas se préparer et qu'ils vont pas aligner une équipe compétitive samedi, mais ouais, je trouve que là, il y a eu en fait un arrêt dans leur saison où ils ont vraiment l'air d'être sur une bonne semaine là de festivités ou en tout cas ouais, de se joie mettre par des rapport caisses. C'est- ouais, exactement, par rapport à au titre de première ligue. Et donc, bah, c'est peut-être du temps dont ils auraient pu disposer pour préparer la rencontre. Après, c'est pour eux, ça a l'air d'être un événement particulier. Mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que, bah, même dans la préparation, dans ce que doivent faire les coachs, peut-être qu'Arteta, la nervosité ou en tout cas tout ce qu'il a montré durant la saison, bah ça relâche un petit peu et lui il est très très content au lieu d'être peut-être dans l'après et puis festoyer dès le 31. Ah bah eux, ils ont prévu, hein, qu'on gagne ou qu'on perde, il y a parade, hein. D'ailleurs, ça m'a fait rire, ouais. 1 million de personnes dans le nord de Londres et tout. Je dis, attendez, si vous croyez qu'il y a 1 million de fans d'Arsenal à Londres, là. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Londres, des clubs, il y en a beaucoup, hein. C'est dur d'avoir 1 million de fans d'un seul club à Londres, hein, ça a vu le nombre de clubs qu'il y a, quoi. Donc, Non, mais il y a des gens qui viendront d'ailleurs. ah Il y a ouais, des non. gens qui viendront du reste du pays, voire même de l'étranger, je pense, non? C'est vrai que le pays est pas immense, on va pas faire semblant. Mais bon. Il y aura des Français et tout, de ce que je peux lire sur les réseaux. Donc, ouais, non, je pense que Non, mais ça c'est. viendra un petit peu de partout, ouais. D'accord. Eh ben, heureusement, j'habite pas dans ce coin. Mais non, mais 1 million, je sais, genre, ouais, ouais, bon, pourquoi pas, hein. Enfin, après, enfin bon, l'Eurostar, il y en a plein des trains, donc c'est facile de faire Paris-Londres. Mais en tout cas, j'étais un peu surpris. Est-ce que les Marseillais, ils iront, vous pensez? Je sais pas, parce qu'ils ont, ils ont encore des survêtements Inter à rembourser, donc ça fait quand même des frais, quoi. Il y aura Najim Medini, bah oui, mais c'est normal, lui, supporter d'Arsenal depuis toujours. Lui, ça me choque pas qu'il y aille, mais c'est une personne dont on parle. Voilà. C'est pas non plus. Il n'y a pas des convois organisés pour aller à Islington fêter le titre d'Arsenal. En tout cas, non, c'est vrai que l'approche d'Arsenal est assez particulière pour revenir sur un sujet un peu plus, comment dirais-je, lié au match. Et j'avoue que je suis un peu perplexe sur leur façon de voir. Ouais, je les regarde un peu bizarrement. Je suis là, attendez, vous vous rendez compte ce que c'est qu'une finale de Ligue des Champions et malgré tout, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore dans leur finale. Alors que c'est c'est dans 5 jours, les gars, en fait, là. Hier, ils ont fait la fête jusqu'à pas Bah d'heure. oui, Mais enfin, il y c'est a. ça, hein. Non, mais il faut qu'il. Enfin, Rice l'a dit. Il a dit que après la remise du titre, que voilà, là, ils allaient bien célébrer, etc. Et que bon, juste, ils commenceraient à se préparer au match contre le PSG à partir d'aujourd'hui.
Non, mais enfin, Bon. ils sont au courant qu'on n'est pas Wolverhampton ou? Ah, mais écoute, ça, moi, Enfin, j'espère qu'ils ils s'en rendront compte samedi. non, parce que. Non, mais vraiment, moi je trouve qu'il y a un côté chez eux. Bon, la Farmer League, tout ça, je suis là, bon. Bien manger, bien boire, bien dormir. Surtout bien boire et pas dormir, ouais, comme on dit sur la live. Mais non, non, ouais, j'avoue que je suis un peu perplexe. Je sais que les joueurs arrêtent pas de dire depuis des années, depuis des semaines, pardon, non, on veut les deux titres, on veut les deux titres. Mais je trouve que la décompression post Première Ligue est, est vraiment importante en fait. Vraiment, vraiment importante. Donc, bon, voilà. Visiblement, les mecs d'Arsenal et Tottenham ont fait la fête jusqu'au petit matin. Certains fêtaient, les uns fêtaient le titre, les autres le maintien. Ouais, je l'ai vu passer ce truc tout à l'heure, ce qui est totalement exceptionnel, sachant que les deux clubs sont censés se détester. Mais voilà. Non, il y a que moi qui suis. Enfin, visiblement, je suis pas le seul à être un peu perplexe face à leur façon de se Non, mais préparer, en tout cas. je te confirme, hein, moi aussi, je partage évidemment. J'ai pas encore entendu après le titre, on va dire dans la préparation du match Arteta, mais on en avait parlé. Je crois que c'était en après podcast où je voyais déjà Luis Enrique commencer à dire qu'il connaissait Arteta quand il était petit, ce genre de choses Ah que ouais. on connaît qu'il aime faire. Je suis pas persuadé qu'il en ait besoin parce que là ils sont pas focus tout de suite sur la finale en tout cas. Ouais. Après, on me propose un petit stage à Marbella pour, bah, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à Budapest le vendredi après, mais ils ont l'entraînement et la conf de presse après nous. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon. Pour l'instant, je suis pas impressionné par leur préparation. On va dire après une finale, ça peut, voilà quoi. Et oui, la fameuse déclaration d'Arteta hier soir dans la soirée privée d'Arsenal qui dit samedi on va être champion d'Europe, on va être les champions d'Europe. Et surtout le fait que ça fuite, parce que qu'ils le disent, bon, ambiance de Oui, c'est fête, tout ça. ça. Moi, ce qui me choque, c'est en plus c'est un compte d'Arsenal qui le diffuse, quoi. C'est un compte Arsenal arabe. Euh, Et je suis là genre, waouh, vous avez pas peur vous? Et vous vous doutez bien que j'ai transmis au PSG au plus vite, parce qu'il n'y a pas de petite, il y a pas de petits moyens pour gagner. Mais voilà, hein. Et oui, oui, j'ai vu, moi, m'a-t-on répondu, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, je suis satisfait. Oui, peut-être Et on qu'Arteta, sait que ce groupe n'aime pas beaucoup ceux qui parlent avant. voilà. Donc, non, un peu. Dans quelle mesure les joueurs peuvent se nourrir des déclarations d'Arteta? Je pense que les joueurs du PSG sont des monstres de compétition, ont pas spécialement besoin des déclarations d'Arteta. Mais je pense par contre, si le PSG gagne, il y a moyen que les déclarations d'Arteta ressortent. Et pas dans la bouche d'Arteta, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bah ouais, je snitch, mais à fond. Alors là, puis alors je peux vous dire, si j'envoie un échauffement qui a un truc, j'envoie direct des messages. Alors là, Jean-Claude Poucave à 200%. J'aurais pas de pitié, hein. Vraiment, je suis bon. Je suis pas allé jusqu'à leur offrir des couillères à la sortie de la boîte de nuit où ils étaient, mais finalement, je vais prendre le C5 et je vais aller rôder au centre d'entraînement, hein, je peux vous le dire. Non, non, plus sérieusement, évidemment, hein, attendez, il n'y a pas de pitié, hein. Une finale de Ligue des Champions, écoutez, ça se prépare sérieusement, ils veulent pas être sérieux, c'est notre problème. Voilà. Sur le match, là on a un peu dévié et un peu rigolé parce qu'il faut quand même garder un peu de légèreté, comme dirait Luis Enrique, se décontracter. Sur le... Comment Il y a les coups de dirais-je? pied arrêtés, Philo. Bah oui. Oui, bah, ça c'est le Vraiment. classique, hein, la classique clé du match sur cette campagne, et bon, en particulier là. Bah Ah ouais, là, attends. Et vous t'en parlais tout à l'heure quand on parlait de Gabriel. Lui, dans ces situations-là, c'est sûrement l'option numéro une. Et ils ont bien raison parce que c'est vraiment un joueur très dangereux quand il s'agit de profiter des blocs ou des fautes ou des choses qui se passent dans la surface de réparation. Il est très souvent à la retombée. Et bah après, on pourra parler de ce que possiblement fera le PSG. Moi, j'ai peut-être une volonté là, c'est que ce soit Joao Neves qui soit sur lui. ah oui, le plus mobile et le plus fort timing Ouais. sur... Ouais, parce que les autres, Ouais. en ce moment, je trouve après Daré, tu pourras confirmer, même toi Philo, si t'as remarqué ce point-là. Mais je trouve qu'actuellement ils mettent beaucoup plus de variété à savoir jouer à Second deux, à poteau, trois. ouais, avec des Par contre, remises, ouais, ouais. par contre, ils ont toujours les mêmes combinaisons qui fonctionnent, mais ils arrivent à mettre plus de variété, et donc ça rend un peu plus difficile le travail de scouting sur ces phases de jeu-là. Mais quoi qu'il en résulte, quand Saka il frappe, quand Rice frappe un corner notamment,
c'est très, très, très dangereux. Et on a une équipe qui, même face à des tireurs moyens, face à des adversaires moyens, peut encaisser ou en tout cas avoir des grosses occasions subies. Donc là, moi, je dois avouer que si tout à l'heure, je disais j'étais à 4-5, ce qui peut, on va dire, abaisser la note, c'est vraiment cet aspect-là, parce que là, ils nous sont très, très supérieurs. Ouais, après, on me disait sur live, on parlait des blocs, tout ça. Globalement, Arsenal ne peut pas faire les mêmes combinaisons de blocs sur le gardien, tout ça, qu'en première ligue, parce que l'UEFA sanctionne beaucoup plus, les arbitres européens sanctionnent beaucoup plus tout ce qui est bloc. Et c'est aussi pour ça qu'Arsenal cherche des combinaisons à base de remises en Ligue des Champions ou dernièrement pour faire tu joues long, tu remets dans le tas et sur ce fameux second ballon, tu profites de ton avantage de taille que tu as à l'échelle européenne parce que aucune équipe n'est bâtie comme Arsenal pratiquement quoi. Voilà. Bon, Euh, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas, mais en tout cas, le PSG forcément étudie ça depuis des semaines, les coups de pied arrêtés d'Arsenal, si c'est pas des mois, parce que c'est un peu la référence européenne à ce niveau-là avec Nicolas Jauvert, le fameux entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal. Mais il y a une vraie problématique, quoi. Euh, oui, Ouais. Daryl, tu en parlais peut-être. Ah non, mais enfin, là, vous avez globalement dit l'essentiel. Hein. Il y a une vraie problématique. Alors bon, c'est vrai que la différence d'arbitrage change beaucoup de choses. Mm. Que quand on regarde le pourcentage de buts marqués sur coup de pied arrêté en Ligue des Champions, il chute drastiquement. Mais évidemment que c'est un point qui va être très 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 important. Et en fait, il va falloir tout simplement les limiter au maximum, quoi. C'est-à-dire qu'il va être vraiment capital de faire le moins de fautes possible dans notre camp, enfin, de ne pas en faire du tout, et puis éviter les corners, quoi. Donc bon, ça, on n'a pas forcément toujours le choix, mais voilà, il faudra avoir bien conscience que il faudra éviter d'avoir que cette phase de jeu se répète beaucoup pendant la rencontre, quoi. Ah oui, éviter le plus possible tout ce qui est corner, enfin corner, même coup franc, quoi. Je sais Même pas coup si franc, vous, ouais, ouais. je sais pas si vous vous rappelez Tottenham à la Super Coupe d'Europe, qui jouaient tout dans la boîte dès qu'ils avaient un coup de pied arrêté, enfin un coup franc, pardon, même excentré à 60 mètres du but, Arsenal va faire pareil. Arsenal va faire exactement pareil. Donc Oui, oui, oui. voilà, faut pas. Il y a des moments où ça va être dur. Voilà. L'arbitre a été nommé, c'est Monsieur Zibert, donc c'est celui qui a arbitré Arsenal à Sporting et qui a arbitré le match retour Arsenal-Atlético en demi-finale. Donc voilà, Et qui nous a arbitré contre Bilbao. ouais, où il n'a pas été très très bon. Voilà. Ah, non, non, non. Ouais, le but de Newcastle au parc, effectivement, pareil, coup franc dans la boîte. Après, Newcastle a marqué par Dan Burn, hein, ou non, Dan Burn était à la remise avec ses 2 mètres, 0-2. Donc voilà. Mais il y a forcément un thème coup de pied arrêté. Après, Arsenal prend aussi parfois des corners, des coups francs ou des buts Ah comme bah, ça. Voilà. oui, Ouais, on le sait défensivement, bien. c'est pas mal. On Défensivement, a ils n'ont marqué pas les sur mêmes ça l'an qualités, dernier. hein. On n'a rien compris une Oui, deuxième fois. défensivement, Vas-y, j'allais défensivement dire quoi. que je crois que Blaise disait que défensivement, ils n'avaient pas les mêmes qualités. Oui, Et voilà. Ouais, ouais, oui, c'est ça, c'est effectivement, que défensivement, ils sont prenables. exactement. Si Ouais, vous, devant, ils sont assez, en tout cas, redoutables pendant une partie de la saison et ils sont difficiles à contrer. Mais derrière, ils encaissent assez souvent et c'est aussi en partie pour ça que je parlais de la taille de Raya parce que même s'il est très explosif, en leur faisant un petit peu la même chose, à savoir mettre beaucoup de densité proche de lui, c'est pas les situations où il est le meilleur. Je trouve que, en tout cas sur ce qu'on a vu, par exemple, Safonov, il a une distance enfin en tout cas un rayon d'intervention sur ses phases de jeu qui est peut-être un peu plus grand et qui nous préserve nous aussi de grandes difficultés par moment. il y a un truc dont on n'a pas parlé. Le PSG avait failli marquer à Arsenal sur coup de pied arrêté. Je sais pas si vous vous rappelez, en novembre Et on a 2024, marqué, de toute façon. on a marqué par Ruiz. Mais ça, je vais y revenir après. C'est sur un faute de Declan Rice sur Kvara, coup franc repoussé. Et Ruiz qui transperce toute la défense d'une jolie frappe du gauche. Mais on avait touché la barre avec Joao Neves à Arsenal aussi, en Ouais, c'est octobre ça. Oui, 2024. Et je me demande pas oui. si on n'a pas aussi une occasion par Marquinhos en fin de rencontre où il se fait tirer à moitié le maillot au second poteau. Voilà. Donc, oui, Arsenal a des grosses qualités sur coup de pied arrêté, mais attention, le PSG aussi est capable de marquer de la sorte, hein. Moi, en fait, il y a un truc, c'est marrant sur les coups de pied arrêtés, c'est j'attends de voir comment Safonov, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je pense qu'il y a
un vrai duel de gardiens assez rare entre Safonov et Raya, qui sont pas des mecs qu'on va citer comme des références du poste, mais qui pourtant, au moins dans le cas de Raya, en sont. La façon dont Safonov va pouvoir sortir et mettre ses fameux coups de poing dans les airs, là, c'est un truc qui me, comment dirais-je, qui m'intéresse et qui me laisse un peu, ça fait partie des zones de flou quoi. À quel point Safonov dans son style, Raya dans son style aussi, très dynamique, très explosif, mais pas très grand, vont être en mesure. Et j'espère que, enfin, je sais pas si je dois espérer que c'est faux ou pas, mais je serais pas surpris que l'équipe qui gagne ce match et l'équipe dont le gardien aura fait le meilleur match en fait. Que ça soit Safonov qui nous fait des highlights des années 90 ou Raya qui nous fait un grand match dans son but, parce que si Arsenal a pris aussi peu de buts, c'est aussi parce que Raya a quand même fait des très bonnes choses, même si il a quand même pris des buts, évidemment, il est pas invincible. Mais je trouve il y a un côté duel de gardien un peu pas annoncé. Bah, l'an dernier, c'était Donnarumma, que tout le monde connaît, contre Yann Sommer, qui est dans le circuit depuis 15 ans, qui avait joué au Bayern avant. Là, Safonov, il n'y a pas grand monde qui le connaît au pays, en Europe, même s'il commence à se faire un petit peu un nom. David Raya, pareil, tout le monde le voit, ouais, c'est le gardien espagnol d'Arsenal. Personne se rend compte qu'il fait 1m83 à peine, alors que c'est quand même un truc super rare au niveau professionnel aujourd'hui. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté inconnu avec ces gardiens qui est assez intéressant. À quel point Raya va être en mesure de garder Arsenal la tête hors de l'eau sur les occasions du PSG. Parce qu'évidemment que le PSG aura des occasions. Faut quand même, le PSG a quand même la meilleure attaque de la Ligue des Champions. Et vraiment, comment ils vont savoir naviguer dans leur défense sur la coup de pied arrêté, comment ils vont savoir un peu ramasser les miettes. J'avoue que on n'en a pas parlé du tout pratiquement, mais Safonov, je sais pas à quel point il joue pas son avenir au PSG. Alors après, l'an dernier, on a vu que Donnarumma avait été mis à la porte malgré une campagne avec des champions héroïques, mais je trouve qu'il y a un côté. Le rôle de Safonov dans cette finale me paraît vraiment capital, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, sur les arrêts, sur les capacités à être bien connecté, sur le jeu au pied, le jeu à la main. Est-ce que Safonov, si on récupère le ballon, va être en mesure de faire ses relances à la main très précises pour faire courir vers le but les Gabriel, Saliba, Mosquera, Calafiori, qui sont tous des joueurs quand même un peu lourds. C'est un peu la grosse cavalerie, la défense d'Arsenal, on va pas faire semblant. Declan Rice, c'est pareil. Ça court pas très vite. Voilà, c'est pas la ligne droite de Longchamp, tous ces canassons, quoi. Et je trouve il y a autour des deux gardiens une part de, pas d'incertitude, mais il y en a un des deux peut-être qui va sortir de cette finale avec un autre statut, en fait. J'espère que ce sera le nôtre avec un statut de héros, une nouvelle fois, parce qu'il a un style incroyable. Mais en tout cas, je trouve que il y a quelque chose du côté des gardiens qui me paraît vraiment important. On a vu dans ces finales Ligue des Champions des gardiens dicter le scénario. Je pense à Courtois 2024, c'était non 2022 ou quoique 2024 aussi. Enfin Courtois en finale globalement, le mec il te fait des trucs, t'as l'impression qu'il faut lui couper les jambes pour marquer un but. Et donc j'attends de voir ce que les deux gardiens vont être en mesure de proposer chacun de leur côté en tout cas. Et j'espère que le Tsar de Krasnodar sera dans un grand soir malgré tout. Blaise Daril, un autre point sur lequel vous voulez revenir? Oui, non. Bon, visiblement pas grand-chose. Oui, Blaise? Oui, non, non, pas forcément là comme ça. Après, oui, il y aura des. Je pense que dans le dans les responsabilités aussi et dans le plan de jeu défensif du Paris Saint-Germain, il y a eu comme ça depuis les matchs à élimination directe, notamment sur les confrontations au final même à l'aller, des rôles concernant les marquages individuels dans le jeu. Et je pense que il devrait y en avoir également, peut-être moins marqué, avec moins de joueurs en capacité, j'ai envie de dire, de faire des différences comme le Bayern par exemple, ou même Chelsea au moment de les rencontrer dans la saison. Mais moi notamment, je pense que comment ça s'appelle, Declan Rice et Odegaard risquent d'avoir pour Rice peut-être un des joueurs offensifs, peut-être même doué sur certaines phases pour le marquer. Et moi je vois Odegaard être lui dans le jeu, être bien serré par João Neves dans une volonté de l'empêcher d'impacter. Ouais. Non, mais c'est vrai, effectivement, comment les milieux du PSG, qui ont forcément ou presque forcément un déficit physique, vont répondre. Voilà. Moi, j'ai un autre point
qui quelque part me turlupine, c'est est-ce que le PSG va être en mesure de se faire vous savez, on l'a vu plusieurs fois dans la Ligue des Champions cette saison, il y a des moments où on envoie des quarts d'heure où tout nous réussit, quoi, où on est littéralement stratosphérique. Tottenham s'est fait broyer en un quart d'heure, l'Atalanta s'est fait broyer en un quart d'heure, le Bayern s'est fait détruire en un quart d'heure, Liverpool, je sais plus ce qu'ils ont pris, mais voilà. Le Bayer Leverkusen s'est fait détruire en un quart d'heure. Et je trouve qu'Arsenal, quand il y a des moments dans les matchs où ils sont vraiment sur un fil, ils prennent un but et ça peut un peu s'écrouler. Et je pense que si, surtout là, avec l'approche qu'ils ont un peu particulière, si le PSG peut leur faire un quart d'heure PSG, aïe 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 aïe, attention à eux, parce que ça peut aller très 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 vite, ouais. Si on a un quart d'heure comme ça très fort où on est capable d'en mettre 2 ou 3 coup sur coup, là la finale elle est terminée, hein. Au bout d'un moment, enfin, je les vois jouer à chaque fois. Ils mettent pas souvent 3 buts Arsenal, hein. Ils en ont mis 2 ce week-end. C'était déjà le bout du monde parce qu'on en a pas parlé, mais ils sont quand même pas très adroits face au but. Ils en ont mis 3. Ils ont mis 2 fois. Non, ils ont mis 2 fois plus de 2 buts sur les 15 derniers matchs pour vous donner une idée. Sinon, ils mettent un but à chaque fois. Alors après, 1-0, ça suffit pour gagner, hein. Mais en tout cas, si le PSG arrive à avoir un de ces quarts d'heure où tout lui réussit, où Gvara prend feu, Doué prend feu, Dembélé prend feu, les milieux envoient les passes qui fusent et tout, ça peut être une bonne soirée pour nous. Mais il faut réussir. Et je trouve que Arsenal, hier par exemple, il y a un truc qui me choque, ils prennent un but contre Crystal Palace par Mateta qui met une belle tête parce que Mosquera est, voilà, est en train de regarder ailleurs. Et juste après, ils sont pas loin de prendre un deuxième. Et je trouve que plusieurs fois, on les a vus, même à l'Atlético, ils ont eu un quart d'heure très difficile par exemple. Où pendant un quart d'heure, 20 minutes, oh là 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 là, ils sont sous l'eau alors que c'est que l'Atlético, hein. L'Atlético, faut pas non plus en faire une très bonne équipe, hein. Ils ont fini quatrième du championnat d'Espagne. Ils ont fait un parcours où bon, bah, ils ont forcément eu le Barça parce ils sont malins, mais c'est pas l'équipe du siècle, quoi. Donc, euh, le moment quand le PSG sera dans un temps fort et peut prendre une sorte de momentum, une sorte d'état de grâce, il faut vraiment en profiter. Et si ça craque une fois, il faut essayer de faire craquer 2 fois, 3 fois dans la foulée. Vous voyez ce que je veux dire? Les moments où d'un coup on change de. Là, on devient l'équipe la meilleure de la planète, Oui, quand vraiment en on est dans mode. la zone, oui, oui. Oui, oui, là, quand on Voilà, atteint ce stade-là, il faut pousser. Et si on en met exactement, 2, 3, oui, là, faut achever l'adversaire, quoi. totalement. Et j'espère en tout cas qu'on aura ce genre de période et qu'on saura surtout bien en profiter et un peu surfer sur l'état de grâce à ce moment-là. Et voilà. On me dit bien sûr qu'on va se retirer. Non mais, enfin, moi je sais que pour l'avoir vécu notamment au stade, c'était contre Tottenham. En fait, je trouve que c'est très impressionnant. C'est le côté un mix d'équipe qui dit, en fait là il y a plus de match parce qu'on est trop fort pour vous, et un côté l'odeur du sang, quoi. Tu sens les compétiteurs qui disent, les gars, c'est le moment là. Là c'est le moment où il faut les mordre à la gorge, quoi. Et c'est vraiment très impressionnant. On le sent à la télé un petit peu évidemment, mais je trouve que en direct, tu sens les impacts qui font plus mal, les passes qui sont plus précises, les joueurs qui vont plus vite, les pressings plus intenses. Vraiment, tu sens l'équipe qui change de dimension. Alors évidemment, tu peux pas tenir ce rythme tout le match parce que sinon, bah, tu finis dans les jeux des dopés aux États-Unis. Mais en tout cas, vraiment, il y a un côté démultiplication des, je vais dire des pouvoirs, mais c'est pas ça, mais des qualités, quoi. Et à ce moment-là, faut pas se louper, quoi. Voilà. Blaise, Daryl, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On parle de Gvara, on a à peine parlé de Gvara, alors que c'est peut-être le futur homme du match. Tu veux parler de Gvara, Blaise? Ou tu penses que Bah ça oui, s'inscrit dans un avec contexte plaisir. global? Bah, je t'en Ouais, prie. non, mais bien sûr, ça s'inscrit, lui, dans un moment de sa saison où il est très bien, il fait la différence sur tous les adversaires qui lui sont opposés, mais bien évidemment que, et c'est marrant parce que là, puis que le temps est long, on a tous peut-être des routines différentes. Moi, c'est de me rappeler un petit peu des moments de la saison en me revisionnant certaines choses, en repensant à des échanges qu'on a eus. Et je me rappelle qu'avant Chelsea aller, on avait tous été surpris, enfin, oui, juste avant, on avait tous été surpris de le voir remplaçant parce que bah, dans ces soirées-là, pour moi, c'est un des indispensables de cette équipe et ça va très vite avant de tomber sur lui. Donc ouais, Kvara, pour moi, un homme déterminant. On a parlé des difficultés pour Arsenal d'avoir un joueur à ce poste d'arrière droit. Et pour parler de l'opposition qu'il aura, à savoir Mosquera,
Déjà, c'est peut-être une bonne chose dans le sens où il aura un peu moins de travail défensif, même si il n'est pas du tout avare de ces efforts-là. Par contre, il a toutes les qualités techniques vraiment pour le mettre en difficulté, sachant que Mosquera est un arrière droit qui aura comme contrainte, et ça tu le dis aussi souvent Philo, que la ligne de touche c'est pas toujours facile à gérer. Ah non, Et c'est un Guevara, poste, hein. Mais c'est un vrai poste, hein, ah oui, arrière droit. totalement. Et donc, ouais, moi, Gvara, je l'attends très, très bien. Et même sans, parce il y a beaucoup de joueurs dont on n'a pas forcément fait de focus, parce que vu les qualités de notre équipe, on a parlé du choix d'Embélé que je vois jouer. Mais s'il y a un mec que je pense être capable d'être l'homme de cette finale, encore une fois, vu les matchs qu'il nous a pondus, c'est Gvara. Ah bah, en fait, Sachant qu'en plus, pour lui, il n'y a pas la Coupe du Monde. Ça veut ah oui, dire oui, que là, voilà. sa saison, lui, s'il veut marquer les esprits, c'est le 30 mai à 18h. Surtout que Mosquera vient d'apprendre qu'il ne la fera pas lui non plus la Coupe du Monde, donc c'est dommage. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est dans le cas de Gvara et de Mosquera, c'est aussi un problème collectif. C'est à quel point le PSG va réussir à proposer, à mettre Gvara dans des positions de 1 contre 1 contre Mosquera en fait. Et ça se peut, le plan de jeu d'Arsenal va être tellement bon, on sait jamais, que Gvara ne va jamais finalement réussir à se mettre dans du 1 contre 1 avec Mosquera ou alors à 60 mètres du but. Et là, tout de suite, bah, il faut trouver une solution, quoi, parce que Mosquera, attention, athlétiquement, c'est quand même une bête, hein. S'il se fait passer à 60 mètres du but, il a le temps de revenir ensuite. Donc, Avec Anne aussi, hein. Et pourtant, ouais, c'est et vrai. pourtant, sur une action en plus typique avec les deux, avec à la course où Vara il prend l'avantage sur un petit pont. Vara, pour moi cette saison, même si on l'a beaucoup vu l'année dernière quand il est arrivé, et notamment dans ces matchs-là. Je vais pas dire révélation parce que c'est fort, mais même sur ses qualités de vitesse, quand il a le ballon dans les pieds, Kvara, c'est de l'élite. C'est vraiment un joueur. Moi, j'ai aucune inquiétude face à un arrière droit quel qu'il soit, et je pense que oui, Mosquera, il a des aptitudes athlétiques, défensives qui vont lui permettre d'exister. Mais comme tu le disais, si Arsenal a envie de l'empêcher le 1 contre 1, bah pour moi, c'est plutôt une bonne chose parce que ça demandera comment Saka ou Odegaard notamment d'être dans la zone et d'être très alerte, et donc d'empêcher un joueur offensif de se concentrer à la tâche. Ouais. Non, mais, enfin, c'est terrible ce que je veux dire, mais Gvara, il a dans ses pieds le résultat final ou pas loin, hein. Franchement, s'il est dans un bon soir, Mosquera, il a Ah, s'il fait un grand match, Ouais, voilà. Oui, Daryl, excuse-moi. oui, c'est bon. Oui, non, mais bon, c'est vrai que c'est moi qui ai découpé, mais globalement, s'il est dans un bon soir, ça sentira quand même plutôt bon. Ouais. C'est un joueur qui a quand même tendance ces derniers temps, dans ces matchs-là, à dégager un espèce de côté inarrêtable. C'est quand même très compliqué de trouver des solutions face à lui. Et donc, bon, si c'est de reposer sur des prises à deux, voire à trois, bah, ce sera pas une mauvaise nouvelle pour nous. Ça voudrait dire qu'il y aura des espaces ailleurs sur le terrain à exploiter. Et globalement, je pense qu'on a suffisamment de talent dans toutes les lignes pour être en mesure de trouver des solutions. Ouais. Mais bon. Si en plus, Gvara est bien, en général, t'es pas trop mal. Oui, Voilà. On dit pourquoi faisons-nous tous semblant Arsenal, c'est de l'eau. Ah, attendez, 3 buts encaissés en 14 matchs de Ligue des Champions, c'est pas. Faut quand même se rendre compte ce que ça veut dire. Oui, Blaise. Ouais, non, non, c'est 6 buts. Ah, je croyais que ils en ont pris 6, je croyais qu'ils en avaient pris que 3. C'est 3 en phase Ah, en phase de de poule. ligue et 3. D'accord. Ouais. Mais voilà, mais justement, si on va un peu dans les stats Arsenal, là, c'est 6 buts marqués en 6 matchs de phase d'élimination directe et 3 encaissés. Ce qui est du coup un peu moins impressionnant. Et puis c'est 6 buts marqués, dont 2 pénaltys. Mm. Ouais, Oui. c'est ça que je voulais dire. C'est évidemment pas de l'eau, parce que c'est une équipe qui a fini première de la phase de ligue, et moi, pour ma part, en 2025, je trouvais ça normal qu'elle soit en haut. Là, il y a une dynamique qui est différente, un jeu qui est encore plus restrictif qu'il n'avait pu l'être, mais Arsenal, non, c'est pas de l'eau, c'est une équipe aussi qui est capable d'attaquer en nombre. Et ça aussi, pour moi, c'est une des clés à observer de notre côté, et je pense que ça, le staff, il l'a vu bien avant moi. C'est qu'Arsenal, c'est une équipe qui attaque pas forcément très bien, mais elle attaque en nombre. Donc, Mm. on voit souvent très peu d'espace entre les lignes, les centraux qui sont assez hauts, même Raya, hein, qui est assez haut, mais
Il se repositionne tellement bien que il n'est pas souvent sollicité en 1 contre 1 ou très loin de sa surface. Mais Arsenal, ouais, c'est une équipe qui est capable d'attaquer en nombre. Et ça aussi, il va falloir le défendre parce que c'est aussi des risques que assez peu d'équipes, hors le Bayern, ne prend généralement face à nous. Et donc, ça sera quelque chose à contrer, mais à contrario, et avec les joueurs de qualité qu'on a devant, moi, je les ai vus, Arsenal, quand ils perdent le ballon, il y a des espaces à exploiter. Et effectivement, ils défendent très bien. Donc, généralement, ou en tout cas très souvent, il y a le geste défensif qui leur permet de s'éviter plus de dégâts. Mais moi, j'ai vu la qualité de Désiré Doué en finale, en demi-finale de Ligue des Champions. Varane vient d'en parler. Dembélé, les ballons d'or. Ça, on va le redire jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Et puis, bah, pour donner des ballons, on a euh, Vitinha ou Fabian Ruiz, même et d'autres joueurs qui sont plus en position arrière. Donc, non, non, c'est à nous d'exploiter les choses. Mais Arsenal est capable de te mettre du danger en attaquant en nombre et en faisant des décalages face à des joueurs qui, je vais pas dire sont submergés, mais ont beaucoup d'appels à gérer et de différentes options pour l'adversaire. Ouais, tiens, une question qu'une personne m'a posée sur live qui est assez intéressante. Est-ce que vous croyez à ce problème du rythme? Puisque c'est un grand truc. Alors moi ce matin j'en ai fait un article assez complet comme quoi finalement le PSG et Arsenal vont se présenter en ayant globalement tous les deux pas joué pendant 2 semaines, puisque Arsenal, la plupart des cadres n'ont pas joué ce week-end et donc le dernier match c'était lundi dernier. Alors pendant le podcast d'ailleurs. Euh, Vous y croyez cette histoire du rythme, Daryl? Non, 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 parce que bah, justement, déjà comme tu l'as dit, au final, on va se retrouver à peu près dans la même situation avec les joueurs que celle des joueurs d'Arsenal. Et puis même il y a eu là un article dans l'équipe aujourd'hui qui traitait un peu de ce sujet où bon, on voit qu'en fait il n'y a pas il y a pas de vérité quoi. Enfin, entre avoir plus de repos ou pas. Globalement, c'est une finale de Ligue des Champions. Les équipes arriveront normalement préparées de la meilleure manière possible et je pense que pour nous, à l'issue de cette saison quand même très compliquée sur le plan physique et sur le plan de la disponibilité des joueurs, globalement, avoir du repos, enfin, je pense que la menace qui nous guettait plus, c'était plutôt d'arriver cramé et pas en forme plutôt que d'arriver en manque de rythme, quoi. Ouais. Moi il y a juste deux joueurs pour lesquels ça m'inquiète un petit peu. Bon, je mets le cas Hakimi, enfin les cas Hakimi Dembélé de côté. Pas de chaud, parce qu'il a quand même pas joué depuis le match retour et je pense qu'il a eu un vrai. Il l'a dit qu'il avait un problème ligamentaire, donc c'est quand même important. J'espère qu'il sera face à Havertz et pas face à Gyökeres, parce que Gyökeres va beaucoup plus le solliciter musculairement et donc ça peut être plus compliqué. Et Nuno Mendes quand même. Nuno, il a pas joué depuis 3 semaines et demie au coup d'envoi. Déjà, il a du mal à finir les matchs. Si Nuno peut nous faire pardon, 70 très bonnes minutes, on est en position de mener au score et ensuite on fait rentrer le chaud lapin de Marseille là, bon, ça ira. Mais ouais, Nuno, le coup du rythme pour le coup, lui, je le crains un peu quoi. Parce que on sait que c'est un joueur qui dépend quand même pas, qui a du mal à gérer ses matchs quand il n'est pas à 100%. Donc l'an passé en finale ça avait été un peu compliqué pour lui. Donc s'il peut nous faire une grosse heure, une bonne heure face à Saka, dans un PSG qui arrive à prendre l'avantage au score, et il sort autour de la 70e, exténué, carton jaune, euh, Bukayo Saka déjà bien fatigué pour faire rentrer la découpeuse, ça me va. Mais ouais, non, Nuno c'est le seul joueur pour lequel la question du rythme me fait un peu peur. Voilà. Techniquement, j'ai pas du tout peur. C'est un super joueur, tout ça. Mais ouais, je pense qu'il peut pas tenir 90 minutes en n'ayant pas joué depuis 3 semaines et demie. Pacho va réussir à serrer les dents, tout ça. Hakimi, le rythme. Hakimi, c'est un joueur physiquement qui est tellement hors norme, je saurais même pas dire. Dembélé, je pense pas qu'on le verra plus de 70 minutes. Alors après, ça veut rien dire, hein. L'année dernière, le Super Coupe d'Europe, il a joué 90 minutes en revenant de vacances, hein. Donc on sait pas trop quoi. Mais en tout cas, ouais, Nuno, c'est pour moi le seul doute en termes de vraiment de rythme et tout ça.
Voilà, c'est sûr. Je pense pas que Ruiz finira le match, mais je pense qu'il a bien 80 minutes dans les jambes. Au pire, il y a Warren, il y a Mayulu. On a 3-4 très bonnes cartouches. Mais bon, faut pas qu'on ait des blessés qui s'accumulent, par exemple. Là, ça deviendrait très compliqué. C'est pour ça que tout à l'heure, le cas d'Embélé, bon, qui nous, qui nous disent pas ouais, je vais bien et qui sortent au bout de 20 minutes, parce que là, ça va être vraiment problématique. Ah oui, ça a commencé il y a 2 heures, mon ami, sur le live. C'est pas tout à fait à l'heure. Mais voilà. Daryl, Blaise, est-ce que vous voulez compléter, rajouter quelque chose? Non, Dro Fernandez, là, je pense que pour l'instant, à part si on gagne très largement et qu'on peut faire rentrer des jeunes, je suis pas sûr qu'on le verra sur le terrain, quoi. Enfin, même si on gagne très largement, Ouais, je pense que Beraldo jouerait peut-être gros, avant lui, voilà. ouais. Donc voilà. Non mais t'inquiète pas, John, ça sera disponible en replay comme toujours sur YouTube ou sur Acast et tout ça, voilà. Blaise, Daryl, vous voulez rajouter quelque chose sur cette finale? Ou on a quand même fait un avant-match de 2 heures qui devrait occuper nos auditeurs jusqu'à samedi? On est bon? Bon, moi, non, bah, juste un aspect enfin, un peu différent, mais au niveau de la gestion, du coup, quand même, de l'événement et des moments, je trouve qu'on a quand même acquis une vraie expérience en Ligue des Champions, là, sur ces dernières années, et qu'on a montré qu'on était vraiment devenus des maîtres en la matière. Et bon, on sait que globalement, enfin, on sait. Enfin, généralement, en tout cas, ça a été le cas sur les dernières années. L'équipe qui a marqué le premier but, en fait, a gardé une clean sheet et Ouais. donc s'est imposée. Voilà. Donc évidemment, ce serait une excellente nouvelle et une excellente chose de marquer ce premier but. Mais si jamais on venait à l'encaisser, au vu en fait de la mentalité de cette équipe et de sa capacité à ne jamais couler, je pense qu'il faudra pas non plus paniquer et s'inquiéter, quoi. Alors, je vous le dis honnêtement, hein, moi je sais qu'il y a un scénario dans lequel on gagne dans les 5 dernières minutes. Vraiment, j'y crois. Je vois comment Arsenal joue avec la peur de façon régulière. Le scénario Man United Bayern de 99, je pense qu'il peut exister. Ou le scénario Tottenham Super Coupe. Vous voyez ce genre de truc? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Genre, t'es mené très Ah ouais. longtemps Ah à moi je suis l'Atalanta en 2020, quoi. Ouais, ouais. exactement. Façon T'es mené Atalanta. longtemps, mais tu reviens à la toute fin et tu t'imposes avant même les prolongations. Oui, oui, ça Ouais. c'est pas du tout impossible. Alors, en revanche, là, il est possible que l'UEFA me sorte de la tribune de presse si ça finit comme ça. Je garantis pas ma neutralité, ma tenue ou autre, hein. Vraiment, bon. Non, ça sera pas possible. En revanche, je peux vous rassurer, le polo magique est déjà prêt, repassé. Il ne sera pas porté. Il est caché dans un coin pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur ou autre. Vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà. On a fait le tour. On va vous souhaiter une bonne semaine. Ça va être long, tout ça. Et puis bah donc, alors je pense qu'on refera un podcast dans un des soirs si je peux, si j'arrive à l'organiser avec Victor notamment, qui a pas mal étudié Arteta, le jeu, tout ça. Donc ça sera plutôt orienté tactique, tout ça. Non, sûr, je vous donne surtout pas de pronostic. Alors là, oubliez jamais, ça porte malheur. On est dans du clan des des superstitieux ici. Voilà. Je sais pas si ça sera jeudi. Ça sera pas vendredi, puisque un très gentil auditeur du podcast m'accueille sur Prague, où je serai en transit avant d'aller à Budapest. Peut-être mercredi ou jeudi, effectivement. Voilà. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, on a un peu fait le tour. Ah non, je voulais remercier Summer. Merci à Tranquillo de quoi, qui est évidemment une allusion formidable au non moins formidable Ousmane Dembélé. Euh, Époque Barcelone. Merci pour ce pseudonyme. Et merci à Monsieur Binous 8. J'espère que nous en boirons quelques-unes samedi vers 21h. Oh, non, pas 21h, je suis en train de bosser, mais en tout cas dans la nuit qui suivra. Et oui, j'ai trouvé la solution pour rejoindre Budapest. Il y a 7 heures de train entre Prague et Budapest qui m'attend. Le train de 5h30 du matin avec un nombre de temps que je vais passer dedans qui est déjà désespérant. Mais c'est comme ça en tout cas. Y a pas de truc. Faut faire avec. Voilà. Faut pas que. Non, mais en fait, si le train déconne, je sais que si j'ai bien regardé, il y a encore dernière solution un Ryanair qui traîne, je crois, vers 10 heures. Je préfère pas regarder le prix parce que ça va faire très mal. Mais et je dors où à Budapest? Je sais plus. Je crois que j'ai un pote qui a loué un Airbnb. On verra. On dort dans la rue. Au pire, c'est pas grave. C'est la fête ou pas la fête d'ailleurs. On verra. Non, non, mais normalement c'est bon. Vous inquiétez pas pour moi.
Je retrouve toujours ma niche, c'est comme un chien, ça marche, y a pas de souci. Voilà, il était à 40 balles, bah maintenant il, il est à 5 fois plus, c'est bien dommage. Voilà. Daryl, Blaise, on a terminé pour ce soir. Merci pour tout. Et donc, merci aux gens sur le live et à tout le monde. Et donc, à cette semaine en podcast, évidemment lundi prochain qu'on gagne ou qu'on perde. Et sur le site, parce qu'il y aura plein de trucs d'ici là. Bonne nuit tout le monde, ciao ciao, à très vite. Ciao, bonne nuit. Ciao Et tout le monde, bonne nuit, bisous. voilà. Et vive l'open source, vous vous doutez bien. Arsenal n'aime pas ça, je suis sûr.